Il s'agissait en effet, comme ça vient de vous être dit, de femmes qui volaient des étoffes dans les grands magasins, mais elles ne les volaient pas pour les emmener chez eux, les découper, se faire des robes. Elles les volaient sous l'effet d'une impulsion irrépressible. Elles allaient en général se cacher dans un coin, elles se masturbaient avec, elles étaient après dans une sorte d'état un peu bizarre, et c'était là en général que les voyant bizarres, quelqu'un s'approchait d'elles et découvrait qu'elles avaient volé un paquet d'étoffes et qu'elles en avaient fait un usage totalement illicite. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans la description de Clérambault, c'est qu'on est au cœur de la dynamique toucher-être touché, puisque ces femmes sont considérées comme folles, elles sont envoyées à l'infirmerie de la préfecture de police à Paris, et là, donc, elles rencontrent Monsieur de Clérambault, et Monsieur de Clérambault est le psychiatre, donc, qui reçoit tous les gens arrêtés par la police sur la voie publique à Paris à ce moment-là. Et donc, ces femmes, il va les questionner, et il va noter soigneusement ce qu'elles lui racontent. Il va être très sensible au fait que ces femmes décrivent leur passion d'étoffe comme une passion réciproque, c'est-à-dire que ces femmes disent qu'elles prennent l'étoffe, mais elles disent aussi que l'étoffe les prend. Ces femmes disent qu'elles touchent l'étoffe, mais elles disent aussi que l'étoffe les touche. C'est-à-dire qu'on est complètement dans la réciprocité du touchant-touché. J'avoue que je n'avais pas pensé à vous parler de Clérambault, mais merci de l'avoir évoqué, parce que Clérambault a fait un énorme travail extrêmement original sur justement le touchant-touché de l'étoffe. Alors, il a su ensuite cultiver ce travail du côté des nuances. La soie ne touche pas de la même manière que le coton. Et puis, non seulement l'étoffe touche, qui la touche, mais en plus, l'étoffe accompagne ce toucher d'un certain nombre d'expressions autres que tactiles, et notamment, Clérambault insiste beaucoup dans ses descriptions sur le fait que la soie a une particularité, la soie crie. C'est-à-dire, en effet, on a un peu perdu ça de vue maintenant parce que les tissus sont traités autrement que par le passé. C'est vrai que si on trouve encore des soies naturelles, c'est vrai que quand on les froisse, ça fait un certain petit bruit que ne font pas d'autres étoffes. Et donc, vous voyez, on est vraiment là au cœur de la question du toucher, être touché, avec des objets, donc non pas avec des personnes, mais avec des objets traités un peu en toile de fond du fait qu'ils pourraient être des personnes, puisque par ailleurs toutes ces femmes disent comme elles sont déçues par leur partenaire amoureux et comme elles sont comblées par les étoffes. Et donc Clérambault met en parallèle le fait qu'elles ne trouvent pas ce qu'elles attendent avec un être humain, leur mari, leur compagnon, mais elles trouvent ce qu'elles attendent, ce qu'elles cherchent avec les étoffes. Donc je vais maintenant rentrer plus dans la question du sujet, c'est-à-dire le touchant-touché, non pas avec un objet, mais le touchant-touché dans la vie sociale, c'est-à-dire lorsqu'on entre en relation avec un autre humain. Et aujourd'hui, cette relation touchant-touché avec un autre humain, elle porte un nom, alors c'est un nom plus facile que l'hyphéphilie, ça s'appelle l'empathie. Mais c'est un nom apparemment plus simple que l'hyphéphilie, mais c'est en fait un mot extrêmement compliqué. Et vous allez voir, à partir de maintenant, que si vous voulez comprendre l'empathie, il faut renoncer à comprendre l'empathie. C'est qu'en fait, il faut comprendre les empathies. Et vous allez voir qu'en fait, le mot ne s'éclaire qu'à partir du moment où on le conjugue, on le décline, je sais pas, on le qualifie au pluriel. C'est-à-dire, il n'y a pas une forme d'empathie, il y en a plusieurs. Donc un mot, en fait, qui paraît simple, mais qui recouvre des choses très diverses et très compliquées. Alors malheureusement, le mot paraît d'autant plus simple que l'auteur le plus connu autour de l'empathie, c'est Carl Rogers. Vous avez peut-être un certain nombre d'entre vous avoir entendu son nom. Et quand Carl Rogers parle de l'empathie, il dit « c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre ». Alors là, il y a deux sortes de gens. Il y a ceux qui y croient et il y a ceux qui y croient pas. Parce que, j'avoue, moi je fais partie de la deuxième catégorie, parce que quand on m'a dit l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, j'ai dit, mais enfin, c'est un orgueilleux qui a construit cette idée-là, parce que, moi, je suis psychiatre, psychanalyste, quand je reçois une femme violée, je vais pas dire, ah ben oui, je vous comprends bien, je me mets bien à votre place. Non, quand même, faut pas avoir cette outrecuidance. Si je reçois un combattant de la guerre d'Algérie qui a été obligé de torturer, qui pleure en me racontant ce qu'il a fait, je vais pas lui dire, oui, je me mets bien à votre place. Non, on peut pas se mettre à la place d'autrui. Donc vous voyez, la grande difficulté avec l'empathie, c'est qu'il faut renoncer à cette définition de base qui a été colportée depuis Carl Rogers, que ça serait la capacité de se mettre à la place de l'autre. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un petit quelque chose de vrai, mais globalement, on va voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Alors donc l'empathie, vous savez que c'est un mot donc proposé par Carl Rogers, enfin popularisé par Carl Rogers, mais avant Carl Rogers, c'est un mot qui avait été proposé déjà au XIXe siècle par un auteur qui s'appelait Theodor Lipps. Et Theodor Lipps est intéressant parce que Theodor Lipps avait insisté sur le fait que l'empathie, ça passe par le corps. Et puis ces découvertes ont été complètement balayées par le freudisme, puisque Sigmund Freud a beaucoup insisté sur le fait que l'essentiel dans la communication humaine passait par le langage, par l'écrit. Et on va voir dans quelques minutes, dans ce que je vais vous dire, qu'en fait, on revient aujourd'hui à l'importance du corps dans la communication humaine. Mais entre 1930-35 et 1990, 2000, le corps était passé à la trappe. Il ne restait plus que le langage, parlé, écrit, pour des raisons d'ailleurs liées au nazisme, dont on pourra parler plus si vous voulez. Et donc, Theodor Lipps, fin du 19e, imagine un mot, l'empathie, enfin reprend un mot, l'empathie, Einfühlung, et il va en faire quoi de ce mot? Il va l'utiliser pour désigner la capacité que nous avons d'éprouver dans notre corps ce que quelqu'un que nous voyons semble éprouver dans le sien. Alors l'exemple donné par Theodor Lipps, c'est l'exemple du spectateur et du funambule. Vous avez un funambule sur un fil, une place publique, un beffroi, une église, un fil entre les deux, un funambule dessus. En bas, vous avez un spectateur, le spectateur regarde le funambule tout d'un coup est en équilibre sur un pied, l'équilibre est assez instable, tout le monde craint qu'il tombe. Alors peut-être qu'il fait semblant, peut-être que c'est du théâtre. Toujours est-il qu'en bas, le spectateur craint que le funambule tombe et le spectateur oscille sur sa base et il tombe pas plus que le funambule, mais en tout cas, il est pris d'une espèce de mouvement comme celui qu'il voit avoir, comme celui qu'il observe chez le funambule. Donc Theodor Lipps a voulu construire toute une psychologie à partir de l'idée que quand on voit quelqu'un avoir un geste, une attitude, une émotion, on reproduit dans notre corps les signes qu'on observe sur le corps de l'autre et que cela crée un type de relation privilégiée entre soi et l'autre, c'est l'empathie. Donc vous voyez déjà que l'empathie pensée comme ça, elle est unilatérale. C'est le fait que, voyant le funambule, je tremble sur mon pied comme lui. Mais le funambule qui est en haut sur son fil, il ne me regarde pas et il n'y a pas de relation réciproque. C'est moi qui le regarde. Vous voyez, c'est unilatéral. Mais il y avait une idée très forte chez Lipps, c'était l'idée que ça passe par le corps. Donc ensuite, il y a le rouleau compresseur de la psychanalyse, qui écrase sur son passage toutes les théories qui essayent de créer des psychologies autour du corps. Et puis, il faut attendre les années 1990 pour qu'il y ait 3 sortes de travaux qui remettent le corps au centre des travaux en psychologie, au centre de la réflexion en psychologie. Alors, c'est quoi ces 3 types de travaux? C'est des travaux sur le développement du bébé. Il y a un nom important, c'est Trevarten, observation du bébé. Et aujourd'hui, on sait que le bébé est capable d'énormément de choses, pratiquement dès la naissance, et que les choses dont il est capable, justement, la première des choses dont il est capable, c'est d'imiter les gestes, les attitudes, les mimiques de l'adulte qui lui fait face. Donc j'en parlerai plus dans quelques minutes. Deuxième série de découvertes, c'est la découverte des fameux neurones miroirs, autour duquel il y a énormément de bêtises qui ont été dites, donc j'essaierai de vous préciser un peu ce que c'est que les neurones miroirs. Et puis, troisième série de découvertes, c'est évidemment les travaux en éthologie, l'observation du comportement animal. Et là, c'est Franz de Waal qui est vraiment l'auteur de référence aujourd'hui, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les racines de l'empathie, je crois, les sources de l'empathie. Donc, 3 séries de travaux. Alors, les travaux sur le bébé, sans doute, si vous avez eu des bébés, maintenant les mamans sont... Avant, les mamans qui disaient « Oh, mon bébé imite tout ce que je fais », il y avait toujours un docteur pour hausser les épaules et pour dire « Pauvre maman ». Alors maintenant, les mamans, elles continuent à observer leur bébé pareil, mais alors elles sont confortées par la faculté. Alors c'est bien agréable, donc elles voient leur bébé qui imite ce qu'elles font, et elles se disent « Ah ben oui, je l'ai lu en effet dans une revue, je n'ai pas la berlue, ça existe bien pour de vrai ». Mais enfin, pendant 50 ans, les psys disaient, ou les pédiatres disaient, ou les chercheurs disaient « Non, la dame, elle croit tout ce qu'elle imagine, les bébés, ils imitent pas du tout. » Si, les bébés, ils imitent tout. Et alors, la seule chose qui les limite, c'est leur contrôle moteur. Alors, si on tire la langue à un bébé de 2 jours, 3 jours, il tire la langue pareil. Mais si on lui sourit, il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas vraiment le contrôle moteur. Mais s'il avait un contrôle moteur de meilleure qualité, il y arriverait très bien. Et dès que son contrôle moteur va être organisé par la maturation neuronale,
Puisque, comme vous savez, le bébé humain naît prématuré. Il n'est pas fini, il n'est pas fini. Donc, il faut attendre un peu. On dit 9 mois dans le ventre, 9 mois dans les bras. Ça veut dire que le bébé, en fait, il commence à être fini à 9 mois après sa naissance, quand il naît à terme. Donc, pendant 9 mois, il n'est pas vraiment fini. Donc, il y a beaucoup de contrôles de maturation neurophysiologique qui ne sont pas terminés. Donc, il faut que ça se termine tranquillement. Donc, la langue, il arrive à la tirer. Beaucoup de mimiques, il n'arrive pas à les faire. Mais quand il arrive à faire les mimiques de l'adulte, eh bien, il les imite pas trop mal. Et ce qu'on a découvert, ça c'est formidable, c'est qu'au moment où il imite une mimique de l'adulte, il a l'émotion correspondante. Alors ça a répondu à une question qu'on se posait depuis très longtemps, dire pourquoi quand on sourit à quelqu'un, la personne vous sourit et elle est contente de vous sourire parce que vous lui souriez. C'est un peu mystérieux. Hein. Quelqu'un pourrait nous sourire, on pourrait lui sourire et penser ça le con crève. Non, on sourit à quelqu'un, en général, on a plutôt de bonne humeur, on est plutôt bienveillant. Et alors, c'est parce qu'on s'est aperçu que chez l'être humain, il y a une espèce de petite machine cérébrale, je ne m'aventurerai pas pour vous dire où elle est, ou dans quelle région du cerveau, mais une petite machine, petite organisation cérébrale qui fait que l'être humain est programmé pour avoir les émotions qui correspondent à ses mimiques. C'est-à-dire qu'en fait, le bébé voit un adulte de référence, le papa, la maman, la grand-mère, la nourrice, qui vous voulez, lui sourire. Il s'efforce de faire son sourire pareil. Au début, c'est un peu compliqué, puis il y arrive. Et quand il arrive à faire son sourire, eh bien, il est content. Et à ce moment-là, il pense, par projection, que la personne qui s'adresse à lui est contente parce qu'il est content. Et quand la personne devant lui fait la bouche comme ça, il essaie de faire la bouche comme ça, puis au bout d'un moment, il y arrive, et à ce moment-là, il n'est pas content. Alors, il en déduit que la personne devant lui n'est pas contente. Et vous savez sans doute que ça, c'est chez tous les bébés, sauf chez les enfants autistes. Les enfants autistes n'ont pas cette capacité-là. Les enfants autistes n'ont pas la capacité d'imiter la mimique de l'autre et de comprendre la signification de cette mimique en l'imitant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'une des méthodes utilisées avec les enfants autistes, c'est d'essayer justement de les familiariser avec les mimiques et avec leur signification, c'est-à-dire on leur montre des mimiques sur des images ou sur des films, des mimiques très outrancières. Il ne suffit pas d'esquisser un petit sourire avec un autiste, il faut avoir le sourire jusqu'aux oreilles. Et à ce moment-là, on lui explique avec des mots la signification de cette émotion et il arrive à associer la mimique avec la signification de l'émotion. Mais il n'a pas cette petite machinerie cérébrale qui fait qu'au moment où il imite, il a l'émotion correspondante, ce qui fait que les enfants autistes imitent un peu, mais enfin très peu, parce que ça n'a pas de sens pour eux, donc du coup ils n'imitent plus rien, et du coup les parents se désespèrent, et du coup on rentre dans cette espèce de cercle vicieux catastrophique qu'on connaît bien maintenant. Donc première série de découvertes, les travaux sur le développement du bébé, sur l'importance de l'imitation motrice et de l'imitation émotionnelle. Vous savez, c'est ça l'idée importante. Imitation motrice, oui, mais derrière, imitation émotionnelle. Et puis, troisième chose, dans le comportement du bébé, l'attention conjointe, c'est-à-dire que la maman sourit, elle regarde le bébé, elle lui sourit, donc le bébé regarde la maman, il lui sourit. Mais vous avez aussi l'attention conjointe, c'est quoi? C'est-à-dire la maman regarde le bébé, lui sourit, et puis elle regarde par la fenêtre, il pleut, et elle sourit encore plus parce qu'elle aime bien la pluie, la maman, et elle regarde à nouveau le bébé. Alors le bébé regarde la maman qui sourit, puis quand la maman sourit encore plus fort en regardant la pluie, le bébé tourne la tête, il voit la pluie, il voit la maman sourire encore plus fort, il sourit encore plus fort, et donc il associe la pluie au bonheur. Et donc c'est comme ça que, c'est comme ça que dans les familles, les centres d'intérêt des adultes, mais aussi des gens privilégiés qui s'occupent de l'enfant, ça peut être une nourrice, une babysitter, les adultes qui s'occupent beaucoup d'un bébé transmettent à ce bébé, à son insu et à leur insu, les goûts, les préférences pour des objets de l'environnement qui sont regardés avec des plaisirs ou qui sont regardés avec plaisir. C'est la clé de ce qu'on appelle aujourd'hui, j'ai jamais voulu l'appeler comme ça, mais beaucoup de gens l'appellent la transmission de la vie psychique entre les générations. Ça ne se transmet pas, parce qu'en fait, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais il y a quelque chose de l'ordre de la manière dont l'enfant recrée cette situation pour lui, à partir de ce qu'il observe chez un adulte. Donc, imitation motrice, imitation émotionnelle, attention conjointe, et puis la dernière caractéristique, c'est évidemment l'imitation verbale. Quand l'enfant va se mettre à parler, il va imiter ce que disent les adultes. Alors, il ne va pas imiter l'adulte, il va pas forcément l'adulte qui dit merci, l'enfant ne va pas forcément dire merci tout le temps. L'adulte va plutôt imiter les phrases
l'enfant va plutôt imiter les phrases prononcées par l'adulte avec une grande émotion. Donc si l'adulte est en train de faire la cuisine et tout d'un coup se brûle, l'adulte dit « Oh putain, merde !» Alors là, vous êtes sûr que ça, c'est rentré, zing, et alors ça sortira plus, parce que ça a été dit avec tellement d'émotion que le bébé l'a bien enregistré, et ça, il le répétera, et quand il va le répéter, les parents vont dire, mais où est-ce qu'il l'a appris, évidemment, parce que les parents l'ont dit exceptionnellement une fois, mais ils n'ont pas fait vraiment attention, ça leur a échappé, et ça, c'est l'imitation verbale. Donc, imitation motrice, imitation émotionnelle, attention conjointe, imitation verbale, et là, vous avez tout le socle sur lequel s'est construit la capacité d'empathie du bébé pour le monde. On verra tout à l'heure que c'est moins idyllique que ça, mais disons, dans un premier temps, c'est vous situer les travaux qui ont remis le corps au centre de la question de la psychologie et l'empathie au centre de la question du corps. Alors, deuxième série de travaux, on va aller un peu plus vite, c'est les travaux sur les neurones moteurs. Je dis des bêtises sur les neurones moteurs parce que les neurones moteurs, personne n'a jamais démontré qu'ils existent chez l'homme. Ça paraît être chez l'homme quelque chose de beaucoup plus compliqué qui mobilise l'empathie. Vous savez que les neurones moteurs ont été observés chez le singe. Et en fait, c'est très simple à comprendre. Une équipe de chercheurs italiens, laboratoire de Rizzolatti, ce groupe de chercheurs ont mis des électrodes dans le cerveau d'un singe, ils ont mis les électrodes dans les neurones moteurs et ils étudient comment ces neurones déchargent des impulsions électriques quand le singe se nourrit. Donc, le singe prend une cacahuète et les neurones moteurs déchargent ding, 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 ding. Alors, après le singe, quand le singe prend une cacahuète, ding, 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 ding. Et donc, les chercheurs enregistrent et puis les chercheurs voient leur monde, c'est l'heure de manger. Alors, ils disent, on va faire la pause casse-croûte. Alors, ils laissent le singe appareiller avec ses électrodes, ils enlèvent les cacahuètes du singe, c'est fini l'expérience, et puis ils sortent leur nourriture, ils commencent à manger. Et quand ils commencent à manger, ils entendent les neurones moteurs du singe qui font ding, 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 ding à chaque fois qu'il y a un chercheur qui porte la nourriture à sa bouche. Alors, ils pensent que la machine est déréglée, puis finalement, mais ils ont une intuition géniale, la machine n'est pas déréglée du tout. C'est que les neurones moteurs du singe, quelques-uns des neurones moteurs du singe, pas tous, mais quelques-uns des neurones moteurs du singe dans lesquels ils ont planté les électrodes, déchargent des impulsions électriques exactement de la même manière quand le singe accomplit une action et quand il voit accomplir l'action. Et donc ça, c'est très important parce que du coup, il y a tout un tas de baratins là autour sur le fait que chez l'homme, ça y est, on a compris, c'est pareil. Quand je regarde quelqu'un donner un coup de poing, tout de suite dans ma poche, j'ai mon poing qui trépine, j'ai envie d'en donner aussi. Donc évidemment, vous voyez, ça a tout de suite mobilisé énormément de fantasmes, voilà. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué chez l'homme parce que, encore une fois, rien ne prouve que les neurones moteurs existent. Et en tout cas, si le circuit de l'empathie existe, il fonctionne très différemment, on va le voir, parce que l'empathie, c'est pas seulement ça, même si c'est un petit peu ça. La troisième série de travaux, c'est les travaux de Frans de Waal sur l'éthologie animale. Alors là, c'est magnifique. Et Frans de Waal commet une seule erreur. J'étais avec lui l'autre jour à un colloque, et donc on faisait chacun une conférence. Lui commence la sienne en disant eh ben voilà, Darwin a commis une erreur. L'homme ne descend pas du singe. L'homme est un singe. Voilà. Alors, à partir de là, il tire son fil, et le problème, c'est que du coup, il est très sensible à tout ce qui rapproche l'homme de l'animal, et pas assez sensible à tout ce qui fait différer l'homme de l'animal. Mais il a quand même de très très belles expériences, et notamment une dont je vais vous dire un mot, avec des singes supérieurs, un bonobo, on le met dans une cage, on lui apprend à appuyer sur un levier pour recevoir sa nourriture. Une fois qu'il a bien compris, pas de problème, il appuie sur le levier, il mange, il appuie sur le levier, il mange. Et puis alors, on lui met un autre bonobo dans la cage à côté, et chaque fois qu'il appuie sur son levier pour manger, l'autre bonobo reçoit une décharge électrique. Donc au début, il ne comprend pas la relation de cause à effet, il appuie, il mange, il voit l'autre singe qui fait aïe, et puis petit à petit, il comprend que c'est quand il appuie sur son levier que l'autre singe fait aïe, et alors du coup, il arrête d'appuyer sur son levier et il meurt de faim. Donc ça, quand même, c'est quelque chose d'assez étonnant, et chez les humains, on pourrait peut-être chercher longtemps avant de trouver des comportements semblables. Donc, en tout cas, des très très belles expériences sur l'importance de l'empathie dans les sociétés animales. Et également sur le fait que les animaux ont une caractéristique, c'est qu'ils peuvent s'attaquer entre congénères, mais ils ne s'attaquent jamais entre animaux de la même espèce, comme l'homme. L'homme peut attaquer l'homme, mais les singes supérieurs, les autres animaux, n'attaquent jamais les animaux qui leur sont le plus proches. Sauf s'il y a des raisons à ça, mais en règle générale, ils ne s'attaquent pas à leurs enfants, à la mère de leurs petits, au père de leurs petits, à leurs parents, etc. Grande différence aussi avec les êtres humains qui sont capables de violences extrêmes contre les gens les plus proches d'eux. Donc là, il y a une grosse différence entre l'homme et l'animal.
Voilà, donc 3 séries de travaux qui ont remis le corps, vous voyez, au centre de la question de la psychologie. Alors à partir de là, qu'est-ce que c'est l'empathie? Alors l'empathie, on va partir de ça, puis on va voir qu'en fait, chez l'homme, c'est plus compliqué. Alors pour ne pas vous mélanger les pinceaux, il faut d'abord que vous compreniez qu'il y a un certain nombre de confusions faites autour de l'empathie. Donc il faut dire d'abord ce que l'empathie n'est pas. L'empathie n'est pas la sympathie. L'empathie n'est pas la sympathie. Dans la sympathie, on comprend ce que l'autre pense, mais en plus on est d'accord avec, et même on se confond avec l'autre. On adhère à ce que l'autre pense. Par exemple, si quelqu'un me dit ça fait 20 ans que j'ai jamais payé d'impôts et avec tout ce que j'ai pas payé, je me suis acheté 3 chalets et 2 yachts, eh ben, si j'ai de l'empathie, je vais dire je comprends que tu sois content. Là, c'est de l'empathie. Si j'ai de la sympathie, je vais dire, je comprends que tu sois content, mais explique-moi vite comment tu as fait. Je ferai bien pareil. Alors ça, c'est de la sympathie. C'est-à-dire que non seulement on comprend l'état mental de l'autre, qu'il soit content d'avoir fait ça, mais en plus, dans la sympathie, on adhère à ses valeurs. Dans l'empathie, on peut dire « je comprends que tu sois content, mais moi, je ne ferai jamais ça, je ne suis pas d'accord, c'est bien de payer ses impôts, etc. » Alors, c'est quand même de l'empathie, parce que vous dites « je comprends que tu sois content ». Mais vous pourriez dire aussi « je ne comprends pas que tu sois content ». Alors là, vous n'avez pas d'empathie. Mais si vous dites « je ne comprends pas que tu sois content », là, il n'y a pas de dialogue non plus. Alors, si vous dites « je comprends que tu sois content, mais je ne suis pas d'accord », on peut en discuter. Vous voyez, l'empathie, déjà, c'est une porte d'entrée qui est très importante pour arriver à échanger avec quelqu'un. On accepte d'échanger, on dit qu'on voit le monde autrement, mais on dit qu'on comprend comment l'autre voit le monde. Donc ce n'est pas la sympathie et ce n'est pas non plus la compassion, parce que vous savez que dans la compassion, c'est l'intérêt pour la souffrance de l'autre. Or, l'empathie, ça peut être « je me réjouis que tu aies gagné à la loterie ». On ne va pas dire « j'ai de la compassion pour toi parce que tu as gagné à la loterie ». C'est absurde. Donc la compassion, c'est plus par rapport à la souffrance. L'empathie, c'est autant les événements heureux que les événements malheureux. Et puis l'empathie, ce n'est pas l'identification non plus, parce que dans l'empathie, il y a l'idée qu'on va avoir affaire à un être humain. Or, on peut s'identifier à beaucoup de choses qui ne sont pas des êtres humains. Dès que je vais au cinéma, dès que je lis un roman, dès que je pleure en lisant un roman parce que le héros meurt, ou le héros est blessé, il souffre, ou le héros est trompé par sa femme, alors ça me fait beaucoup pleurer, mais pourtant le héros, il n'existe pas. C'est une créature de papier. Je vais voir un dessin animé, je pleure parce qu'un des personnages du dessin animé a un accident ou meurt, ou une petite fille dans le dessin animé perd sa maman. Je me mets à pleurer. Bon, je m'identifie à la petite fille qui a perdu sa maman, et pourtant c'est une créature graphique. Donc dans l'identification, il n'y a pas du tout nécessité que la personne auquel on s'identifie soit un être humain. Alors que le propre de l'empathie, c'est que ça va concerner justement un être humain. On sait quoi l'empathie? Alors en fait, je vous disais, les empathies, alors on va rentrer là-dedans maintenant, c'est le noyau de l'intervention. Alors les empathies, il faut vous les représenter comme une pyramide. Vous représentez Khéops, une pyramide avec 3 étages, ou une pyramide mexicaine, si vous préférez, avec 3 étages superposés. Et donc en bas, au milieu, en haut. Alors en bas, c'est quoi? Eh bien en bas, c'est l'empathie que nous avons tous parce que nous sommes des êtres humains. Le fait que nous soyons des êtres humains nous donne, sauf si nous sommes autistes, une capacité d'empathie. Ça veut dire quoi? Le fait que nous soyons humains nous donne la possibilité d'éprouver au moins partiellement ce que l'autre éprouve, de manière à en avoir une représentation. C'est-à-dire, si quelqu'un me sourit, je pense qu'il est content. Si quelqu'un me fait la gueule, je pense qu'il n'est pas content. Si quelqu'un a une expression de colère, je le repère. S'il a une expression d'angoisse, je le repère. Donc c'est la capacité de repérer la signification de l'émotion de quelqu'un. Et en général, je repère cette signification parce que je reproduis de façon minimale sa mimique. Si on filme des spectateurs de cinéma en train de regarder un film, quand le héros est content, tous les spectateurs de cinéma sont comme ça, et quand le héros n'est pas content, tous les spectateurs de cinéma sont comme ça, quand le héros a peur, tous les spectateurs de cinéma ont les cheveux hérissés sur la tête, enfin pas vraiment, mais ils ont une mimique de peur, et donc c'est ça qui fait que nous ressentons les émotions des personnes qu'il y a près de nous, parce que nous reproduisons de façon minimale certaines de leurs mimiques. Alors,
En principe, les psychothérapeutes en face à face, il ne faut pas qu'ils reproduisent trop. Hein. C'est leur patient se met à pleurer, il ne vaut même pas que le thérapeute se mette à pleurer aussi. Donc ça veut dire qu'il faut que le thérapeute il inhibe sa capacité d'imitation. Mais spontanément, on sait bien que si quelqu'un se met à pleurer au milieu d'un groupe, les gens ont une petite larme à l'œil, ou alors les gens s'en vont, parce qu'ils disent je ne vais pas pleurer, je m'en vais. Mais sinon, quand on reste avec des gens qui sont très tristes, à un moment où on devient triste soi-même, des gens très gais, on a le fou rire, on ne sait pas pourquoi, parce que, comme on dit, c'est contagieux. Hein. C'est-à-dire que le propre des émotions, c'est qu'on prend les mêmes mimiques, les mêmes gestes, les mêmes attitudes, on éprouve les mêmes émotions. Donc ça, c'est l'empathie émotionnelle, et sauf si on est autiste, auquel cas on ne l'a pas, mais si on n'est pas autiste, on l'a. Alors là, les spécialistes discutent, il y en a qui disent dès la naissance, il y en a qui disent un peu plus tard, c'est-à-dire au moment où l'enfant fait une différence claire entre lui et l'autre. Tant que l'enfant ne fait pas une différence claire entre lui et l'autre, il est dans la sympathie. C'est-à-dire que l'adulte sourit parce qu'il est content, logiquement, l'enfant sourit à son tour parce qu'il voit l'adulte sourire, l'enfant éprouve du plaisir parce que le fait de sourire lui donne du plaisir, mais il ne sait pas lequel des deux a commencé. Il ne sait pas s'il est content parce qu'il est content ou s'il est content parce que l'autre est content. Il ne fait pas la différence entre ce qu'il éprouve en son nom propre et ce qu'il éprouve parce que l'autre l'éprouve. Donc ça, c'est l'empathie émotionnelle. Hein, donc, au mieux, pour les auteurs les plus optimistes sur le développement du bébé, c'est pratiquement dès la naissance ou 3e jour, et pour les plus pessimistes sur le développement du bébé, c'est vers le 6e, 7e mois. Mais en tout cas, après, c'est bien installé, donc on a tous ici de l'empathie émotionnelle, on est tous capables de comprendre les mimiques d'autrui et d'en repérer la signification. Et puis, il y a une deuxième type d'empathie qui va s'ajouter à 4 ans et demi. Donc, vous voyez, il va y avoir un grand moment entre les deux. 4 ans et demi. 4 ans et demi, c'est l'empathie cognitive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais être capable de comprendre l'état mental de l'autre. Hein. Je vais être capable de comprendre, par exemple, pourquoi il est triste. Et avant 4 ans et demi, c'est pas possible. Hein. C'est-à-dire, si un parent pleure beaucoup et qu'un enfant lui dit, de moins 4 ans et demi, il dit pourquoi tu pleures? Le parent dit, j'ai une poussière dans l'œil, l'enfant le croira. Alors que vous, adultes, vous direz, bon, c'est pas possible, c'est pas ça. Mais l'enfant a beaucoup de difficultés à comprendre que l'autre peut avoir une expérience du monde particulière. Et donc, comme il ne comprend pas cette expérience particulière du monde, il s'en remet à ce que dit l'adulte. C'est facile de raconter des tas de fables à un enfant, il est prêt à tout croire. Parce qu'il n'a pas la notion de ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que vous avez dans l'esprit des choses qui ne sont pas dans son esprit à lui, et que vous avez dans l'esprit des choses qui ne sont pas non plus le monde. C'est relatif à votre esprit. Alors il y a un certain nombre d'expériences là-dessus, je vais vous en raconter. Il y a 3 grands types d'expériences là-dessus. Je peux prendre 2 minutes. Oui, c'est un peu drôle. Alors la première, c'est Max et son chocolat. Alors c'est des marionnettes. Alors vous êtes là, vous êtes les enfants au théâtre. Moi, je suis le montreur de marionnettes. J'ai un castelet devant moi. Il y a une marionnette, c'est Max. Alors, Max arrive. Bonjour les enfants, comment ça va? Nanana. Et puis alors Max dit, j'ai du chocolat, j'adore le chocolat. Et donc il a une tablette de chocolat. Et il dit, je vais mettre ma tablette de chocolat dans le placard à droite. Il met sa tablette de chocolat, il ferme la porte. Et nanana, je vais le manger tout à l'heure. Il s'en va. Alors la maman arrive. La maman de Max arrive, et puis, oh là là, Max a mis son chocolat là où il ne faut pas, donc elle ouvre le placard, elle met le chocolat dans l'autre côté, dans un autre placard, elle ferme la porte, et puis elle s'en va. Puis Max revient et dit, alors les enfants, où il est mon chocolat, où il est mon chocolat? Et alors, avant 4 ans et demi, les enfants disent, là-bas, 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 c'est là-bas où la maman l'a mis. Et après 4 ans et demi, les enfants, l'examinateur demande, je me suis trompé, l'examinateur demande où est-ce que Max va chercher son chocolat. Max ne dit pas où est mon chocolat. L'examinateur demande, l'animateur dit où est-ce que Max va chercher son chocolat. Et donc si les enfants ont moins de 4 ans et demi, ils vont dire Max va chercher son chocolat là où la maman l'a mis, donc là où il est. Et s'ils ont plus de 4 ans et demi, ils vont dire Max va chercher son chocolat là où il l'a mis parce qu'il n'a pas vu que sa maman l'avait changé d'endroit. Alors, il y a une autre épreuve, même chose avec des petites cartes, hein, c'est Sally et Anne, un ballon, un panier. Mais le plus intéressant, je vais vous le raconter plus en détail, puis celle-là je ne me trompe jamais, c'est l'histoire des Smarties. Alors vous achetez une boîte de crayons de couleur, belle boîte de crayons de couleur, pas avec un trou au milieu où on voit les crayons dessous, mais entièrement fermé. Et vous demandez à un enfant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il va vous dire des crayons de couleur, puisqu'ils sont dessinés sur la boîte. Alors vous dites, bravo, t'es très malin, alors vous l'ouvrez, t'as gagné des crayons de couleur. Après, vous allez lui dire, on va enlever les crayons de couleur, on va mettre des Smarties. Vous enlevez les crayons de couleur, mettez les Smarties, vous refermez la boîte, et vous dites à cet enfant, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il va vous dire des Smarties, on vient de les mettre.
Jusque-là, il n'y a pas de scoop. Alors vous allez lui dire maintenant, on va appeler ton grand-père, ta grand-mère, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, qui vous voulez, et on va lui demander qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Et si l'enfant a moins de 4 ans et demi, il va toujours dire, il va dire qu'il y a des Smarties, puisqu'on vient de les mettre. Et s'il a plus de 4 ans et demi, l'enfant va dire, il ne sait pas qu'on a mis des Smarties, donc il va dire qu'il y a des crayons de couleur. C'est comme ça qu'on a bien situé à 4 ans et demi ce qu'on appelle la théorie de l'esprit. À partir de 4 ans et demi, on peut comprendre, l'enfant peut comprendre que les autres ayant une expérience différente de la sienne ont une représentation du monde différente de la sienne. Ce qui d'ailleurs au passage pose beaucoup de problèmes pour les enfants de moins de 4 ans et demi quand leurs parents divorcent, parce qu'ils ont beaucoup de peine à comprendre que leurs parents divorcent parce qu'ils n'ont pas la même représentation du monde, de la vie de couple, etc. Et donc avant 4 ans et demi, pour les enfants, il y a toujours un méchant et un gentil, et c'est évidemment extrêmement compliqué à gérer. Donc la théorie de l'esprit, 4 ans et demi, et donc cette théorie de l'esprit, elle fonde l'empathie cognitive, le fait de pouvoir avoir une représentation de ce qu'il y a dans l'esprit de l'autre. Donc empathie émotionnelle, empathie cognitive, c'est comme nos deux jambes, on marche partout avec. Et vous voyez déjà avec l'expérience des Smarties que le fait d'avoir de l'empathie, ça ne veut pas dire qu'on va être généreux. C'est-à-dire que dans l'expérience des Smarties, il y a des enfants, quand on va leur dire, quand des enfants de plus de 4 ans et demi, quand on va leur dire, et alors, on va appeler quelqu'un, on va lui dire qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Il y a des enfants qui vont dire, alors les pauvres, ils vont croire qu'il y a des crayons, puis ils vont se trouver bien bêtes quand ils vont voir qu'il y a des Smarties. Mais il y a des enfants qui vont dire, on va leur faire un bon tour, on va se moquer d'eux, on va leur dire, t'es bête. Voilà. Donc déjà, vous voyez, à partir de là, on comprend que le fait d'avoir de l'empathie, ça va permettre d'avoir plus de générosité pour autrui, puisqu'on comprend ce qu'il ressent, ce qu'il vit, mais ça va permettre aussi éventuellement de le manipuler mieux. Et en fait, les gens qui ont de l'empathie, ils peuvent faire une belle carrière altruiste, mais ils peuvent aussi devenir de formidables manipulateurs. Les bons commerçants sont des gens doués d'une grande empathie pour les pauvres acheteurs qui viennent les voir, mais il faut absolument qu'ils comprennent comment les manipuler pour leur faire acheter ce qu'ils veulent leur vendre. Et vous avez peut-être vu aussi vous vous souvenez sans doute avoir vu les rapports des psychologues et des psychiatres travaillant à la prison d'Abu Ghraib, et ces rapports effrayants dans lesquels des psychiatres et des psychologues étaient payés pour essayer de trouver exactement la torture qui convenait à chaque prisonnier pour le faire parler. Donc il faut évidemment beaucoup d'empathie pour ça, parce qu'il faut être capable de se mettre à la place de l'autre, à la fois sur le plan émotionnel et sur le plan cognitif. Donc vous voyez que cette empathie de premier niveau, rappelez-vous la base, cette empathie de premier niveau, ce socle de l'empathie, que nous partageons tous, il peut aussi bien être mis au service de la manipulation d'autrui qu'au service de l'entraide, de la compassion, de la solidarité. Alors nous l'avons tous, mais c'est que l'étage du bas. Alors ensuite, il y a un deuxième étage, et c'est évidemment celui-là qui va être le plus intéressant pour le touchant-touché, parce que vous avez vu que jusqu'à maintenant, dans l'empathie du premier niveau, je peux me laisser toucher par l'autre, mais je ne vais pas forcément accepter de le toucher en symétrique, en réciprocité. Je vais peut-être le manipuler, cacher ce que je ressens, ce que j'éprouve, ce que je pense, etc. Alors, deuxième étage de l'empathie, ça va être ce qu'on peut appeler, ce que j'appelle l'empathie réciproque. C'est de l'empathie réciproque dans la mesure où je ne vais plus seulement utiliser ma capacité de me mettre à la place de l'autre, mais je vais accepter que l'autre se mette à ma place. C'est-à-dire que l'autre puisse comprendre ce que je vis, ce que je pense, ce que j'éprouve. Vous voyez, déjà, c'est un haut risque. Accepter que quelqu'un comprenne ce que je pense, ce que je vis, ce que j'éprouve, mais diable, s'il l'utilisait pour me manipuler. Donc ça veut dire que l'empathie réciproque, c'est une empathie à risque. C'est pour ça que nous l'utilisons souvent avec parcimonie. On la garde pour des gens proches. On accepte d'avoir de l'empathie réciproque avec les gens de sa famille, et encore, pas toujours, avec son meilleur ami. On accepte d'être vulnérable. À partir du moment où on accepte que l'autre se mette à notre place. Et le fait d'accepter que l'autre se mette à notre place, il va y avoir 3 dimensions. On va accepter que l'autre puisse avoir de l'estime pour lui-même comme j'ai de l'estime pour moi. Ça veut dire que l'autre, je sais pas moi, il fume des joints toute la journée, il vit chez sa maman, il n'a jamais travaillé et il pense qu'il est quelqu'un de très bien. En toute empathie, c'est son droit. Voilà.
C'est son droit parce que je lui reconnais le droit de s'estimer lui-même comme je me reconnais à moi-même, le droit de m'estimer moi-même. Bon. Alors, deuxième dimension, si j'ai de l'empathie, je vais reconnaître à autrui le droit d'aimer et d'être aimé comme je me reconnais à moi-même le droit d'aimer et d'être aimé. Donc j'ai une copine, elle est suisse comme moi, voilà, et on s'aime beaucoup, enfin je l'aime beaucoup, et tout d'un coup, voilà qu'il y a un garçon noir, sans travail, d'une religion différente de la mienne, qui se fait aimer d'elle. Bon, c'est scandaleux, c'est scandaleux. Mais si j'ai un peu d'empathie, je reconnais que ce garçon a le droit d'aimer et d'être aimé au même titre que je m'accorde le droit d'aimer et d'être aimé. Donc vous voyez déjà, l'empathie, c'est quelque chose qui est plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est le deuxième niveau de l'empathie, parce que si vous restez dans le premier niveau, vous pouvez manipuler gaiement tout votre entourage, votre empathie fonctionnera bien. Mais si vous voulez rentrer dans l'empathie réciproque, celle du touchant, touché, il faut accepter encore une fois que l'autre ait la même estime de lui-même que celle que je m'accorde à moi-même, qu'il ait le droit d'aimer et d'être aimé sur les mêmes plates-bandes que celle où je m'accorde le droit d'aimer et d'être aimé, et il faut également reconnaître que l'autre ait les mêmes droits civils et civiques que moi, puisqu'il est humain comme moi et appartient à la même communauté que moi. Donc si vous n'êtes pas dans ces trois choix, vous n'êtes pas dans l'empathie réciproque, vous n'êtes pas dans le touchant-touché. Le touchant-touché, c'est pas le fait d'avoir mon cœur qui fait boum boum quand quelqu'un me dit des choses agréables. Voilà, c'est pas ça. C'est l'empathie réciproque, c'est le fait d'être capable d'accepter, encore une fois, ces trois dimensions de l'autre. Et d'être capable de l'accepter en le regardant dans les yeux. Parce que dans l'empathie réciproque, il y a le fait que la présence du visage de l'autre va être un élément essentiel. Je peux avoir de l'empathie de premier niveau, je peux manipuler. D'ailleurs, des gens, ils manipulent, ne me regardent pas dans les yeux souvent. Alors il faut être très costaud, mais souvent, quand on veut manipuler, on est un peu sournois, voilà. Mais l'empathie réciproque, elle se fait en pleine lumière, elle nécessite qu'on voit l'autre, qu'on regarde l'autre, qu'on échange avec l'autre. Alors vous voyez que, pourquoi c'est vous voyez déjà, il est plus étroit, l'étage du bas, il est large, l'étage moyen, il est plus étroit. Et alors, vous avez encore un troisième étage, vous allez me dire, plus ça monte, plus c'est dur. Alors vous avez encore un troisième étage, mais alors celui-là, souvent on a quand même une ou deux personnes de notre entourage avec qui on en bénéficie. Le troisième étage, c'est un peu plus compliqué encore, c'est le fait qu'on va accepter que non seulement quelqu'un d'autre, les autres, un autre, et le pouvoir, que je reconnaisse non seulement à un autre, le pouvoir de se mettre à ma place, mais je reconnais à l'autre le pouvoir de m'informer sur moi-même de choses que j'ignore moi-même. Je lui reconnais non seulement le fait de pouvoir, par exemple, je vis avec ma femme, je lui reconnais non seulement le fait de pouvoir s'estimer comme moi, de pouvoir aimer être aimé comme moi, de pouvoir avoir les mêmes droits que moi, mais en plus je lui reconnais le droit de m'informer sur moi. Le jour où elle me dit « tu t'entends pas, tu parles comme ta mère, c'est affreux », je ne vais pas lui dire « et toi tu t'es pas vu », mais je vais lui dire « je vais y réfléchir, peut-être c'est pas si bête que ça ». Voilà. Alors ça c'est l'empathie de troisième niveau. Ça veut dire qu'on va reconnaître à autrui le pouvoir de nous informer sur nous-mêmes de choses qu'on ne voit pas forcément soi-même. Alors là encore, c'est vrai que c'est pas facile, mais enfin quand même, il faut reconnaître dans la vie, très souvent, on a une ou deux personnes, au moins une autour de soi, qui en accorde ce droit, parce que sinon, la vie, sinon, si vous voulez, on deviendrait amer, quoi. Voilà. Si vous voulez, le problème, c'est que si on court le risque de l'empathie réciproque, on court le risque d'être déçu. Mais si on ne court pas le risque de l'empathie réciproque, on sera déçu à tous les coups. Ça fait ni une ni deux. Donc la question, c'est un calcul de risque. Voilà. Donc c'est vrai qu'on risque quelque chose, mais qu'on risque un gain aussi. On va avoir un gain. Donc c'est vrai que faire confiance à quelqu'un pour nous apporter sur nous-mêmes des choses qu'on ignore soi sur soi, c'est un risque. Alors bon, en général, on choisit bien. C'est ce qu'on fait quand on va voir un thérapeute. Tous les gens qui vont voir un thérapeute font ce choix de faire confiance à quelqu'un, soit un thérapeute cognitiviste, comportementaliste, analytique, tout ce que vous voulez. Mais quand on va voir un thérapeute, on lui fait confiance sur sa capacité à pouvoir nous éclairer sur nous, de pouvoir nous dire sur nous des choses qu'on n'a pas vues nous-mêmes. Sinon, on ne va pas voir un thérapeute. Ce fait que je dis toujours aux collègues, vous savez, les gens qui viennent vous voir, ils sont drôlement courageux. Comment ça ? Je dis non, pas à cause de vous personnellement. Je ne veux pas dire qu'ils sont courageux de venir vous voir vous. Je veux dire qu'ils sont courageux de venir voir un thérapeute. Parce que venir voir un thérapeute, c'est se mettre dans cette situation où, après tout,
on court toujours le risque d'être manipulé, instrumentalisé, d'avoir affaire à un charlatan. On accepte de faire confiance de la manière la plus risquée qui soit, c'est-à-dire jusque dans le fait qu'on accorde à l'autre le droit de nous informer sur nous. Alors peut-être à raison, il va nous apporter sur nous des choses qu'on ignore sur nous, et il a raison, mais peut-être qu'il va nous apporter sur nous des informations fausses dont on aura beaucoup de peine à se défaire après, parce qu'il se sera trompé sur nous et qu'il nous aura mis dans la tête une idée fausse sur nous. Donc quand on va voir un thérapeute, on est vraiment dans une démarche très courageuse, et donc moi je dis toujours à mes collègues, il faudra reconnaître le courage des gens qui viennent vous voir. Ce qui est étonnant, c'est pas qu'il y ait si peu de gens qui viennent, c'est qu'il y en ait autant, parce que c'est quand même quelque chose, encore une fois, qui nécessite vraiment de se rendre disponible au jugement d'autrui sur soi-même. Donc voilà les 3 étages de la pyramide, et vous avez compris que, je vais m'arrêter bientôt pour qu'on puisse discuter, et vous avez compris que, évidemment, cette empathie de 2e niveau, le touchant-touché, l'empathie réciproque, je me mets à la place de l'autre, j'accepte que l'autre se mette à ma place, vous avez bien compris que ce 2e niveau de l'empathie, eh bien, il est menacé. Alors, il est menacé par quoi ? Il est menacé par 2 grandes séries de choses. Première grande série de choses, c'est celle dont j'ai discuté avec Franz de Waal, c'est la spécificité humaine, je vais vous en dire quelques mots par rapport aux animaux. Et puis la 2e chose, c'est l'environnement, c'est les conditions sociales, familiales, économiques, etc. Mais la chose essentielle qui menace notre empathie, la première, celle-là, on ne pourra jamais s'en défaire. Alors c'est quoi ? C'est le fait que, encore une fois, nous avons tous vécu de notre petite enfance, un moment formidable. Des moments formidables. Bon, il y a des hauts et des bas dans la toute petite enfance, mais enfin, en règle générale, si vous êtes ici, c'est qu'en principe, vous n'avez pas été vous n'avez pas été poussé à mourir quand vous étiez tout petit. Donc, vous avez quand même trouvé un environnement qui vous a pris en charge, qui vous a aidé, qui vous a conforté, qui vous a même donné envie de vous intéresser à l'empathie. Donc, c'est la preuve que quand même, cet environnement vous a porté, vous a aidé, vous avez dû vivre tout petit des bons moments, sinon vous ne seriez pas là. Donc le petit bébé, en règle générale, il vit des bons moments, il vit des moments difficiles, mais il vit quand même beaucoup de bons moments, et vous savez que d'ailleurs, l'ocytocine chez les mamans est faite pour ça, c'est-à-dire que la nature a prévu que les mères aient une imprégnation hormonale qui leur donne beaucoup de réceptivité à leur bébé, beaucoup d'attention. Vous savez, il y a des études qui ont montré que si les bébés ont le visage qu'ils ont, enfin c'est pas si les bébés ont le visage qu'ils ont, mais qu'il y a une corrélation entre la forme du visage des bébés et la sympathie qu'on a pour ce type de visage. Dans les espèces animales, comme chez les humains, les tout petits ont un visage spécial, un écartement des yeux, une position du nez qui fait, et tout ça correspond à un programme génétique chez l'adulte qui fait que quand l'adulte voit ça, il est tout attendri. Donc, en règle générale, les bébés bénéficient d'une bonne de gentillesse, d'attention, voilà, de la part de l'environnement primaire. Quand la maman s'en occupe pas, souvent il y a quelqu'un qui prend le relais, qui est attendri par le bébé. Et donc, nous avons tous, étant bébés, vécu des moments d'empathie avec un adulte avec lequel nous nous sentions bien, protégés, en harmonie, voilà. Et puis, le problème, c'est que ça marchait tellement bien à certains moments qu'on pouvait craindre, pour la capacité qu'on allait avoir, d'en sortir. C'est-à-dire que toutes les mamans, aussi bonnes soient-elles, à un moment ou à un autre, ont l'angoisse que leur bébé leur bouffe la vie, leur rentre dedans, leur mange la tête, les empêche de mener leur vie, les empêche de mener tout ce qu'elles ont rêvé toujours. Leur bébé va les en empêcher, leur bébé va les envahir. Et puis, il faut bien comprendre que les bébés, ils ont la même peur. Les bébés, ils ont peur que la maman, elle veuille pas qu'ils prennent son autonomie. Les bébés, ils ont toujours peur que la maman, elle veuille les contrôler. Alors, le bébé, la maman, déjà, elle contrôle tout le corps, les orifices corporels, la toilette, tout le moment de nourriture. Alors, le bébé, c'est une dépendance à certains moments. Il dit, et en plus, le bébé pense qu'elle va lui contrôler l'esprit. Donc, il y a des moments où justement, parce que cette proximité est très grande entre la mère, pas la génitrice, la femme qui s'occupe du bébé, ou la personne qui s'occupe du bébé, parce que cette proximité est très grande, elle va provoquer de l'angoisse des deux côtés. Et quand la mère va être angoissée, le bébé va évidemment être angoissé de sa propre angoisse, plus l'angoisse de la mère. Et qu'est-ce que le bébé va faire à ce moment-là ? Il va tourner la tête. C'est-à-dire qu'il va faire en sorte de tenter d'échapper au contrôle maternel.
Il est sur le dos, il est en train d'être langé, il ne sait pas encore marcher, mais il tourne la tête parce qu'il a l'intuition que s'il se laisse occuper par la mère, il ne pourra jamais, jamais, jamais échapper de cette prison-là. Et donc, du coup, l'extrême proximité émotionnelle, corporelle, de tendresse, de gentillesse qu'il y a entre la mère et le bébé a deux effets complètement contradictoires. C'est que nous autres humains, nous sommes capables d'un côté de formes extrêmement subtiles d'empathie, qui peut passer notamment par les œuvres d'art, par la musique, par la peinture, par tout ce que vous voulez, par des mimiques très subtiles, des compréhensions très fines, toutes choses que n'a pas l'animal, hein. Richesse de comprendre des intuitions, des intonations très, très, très mesurées, grande capacité d'empathie chez l'être humain, immense capacité d'empathie chez l'être humain, et en même temps une capacité qu'a l'être humain, qui n'a pas du tout l'animal, capacité chez l'être humain de retirer immédiatement certaines personnes du bénéfice de son empathie. Je me sens extrêmement proche avec quelqu'un, tout d'un coup il fait quelque chose qui ne me plaît pas, je peux l'exploser, sans état d'âme. Bon, après, je vais le regretter, je dis, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais, si vous voulez, il y a cette capacité chez l'être humain, lorsqu'il se sent agressé, menacé, ou menacé simplement de s'attendrir. Je ne veux peut-être pas que certaines personnes me mènent à m'attendrir sur elles. Alors, si cette personne que je ne veux pas que tu m'attendrisses, et si cette personne commence à arriver à m'attendrir, je peux lui casser la figure et l'étendre raide mort, simplement parce que je ne veux pas courir le risque de me retrouver dans une prison comme celle dans laquelle j'ai craint d'être enfermé quand j'étais avec ma maman. Donc du coup, vous voyez, chez l'être humain, ces deux extrêmes, et ces deux extrêmes qui expliquent que l'être humain soit capable de retirer totalement son empathie de gens qui lui sont très proches. Vous avez vu tous les récits sur la guerre en ex-Yougoslavie, la guerre au Rwanda, la guerre civile au Rwanda, guerre civile au Cambodge. Il y a quelques jours, j'étais à la Grande Galerie de l'Évolution pour la Fête de la Science à Paris, et je présentais un film sur l'empathie. Et dans ce film, il y avait une ancienne victime, un musulman qui avait été torturé, et il avait été simplement arrêté parce que musulman, mis dans un camp de concentration, et torturé, c'est ça qui est intéressant, par son ancien professeur de littérature. Il était jeune, hein, donc il était professeur de littérature peut-être 7-8 ans avant, et il disait, il a fait semblant de ne pas me reconnaître. Et si vous voulez, ce genre de choses, c'est difficilement, enfin pour les animaux, je ne donne pas des cours de littérature, mais alors prenons un autre exemple. Au Rwanda, des gens pouvaient se découper en tranches dans la même famille. Hein. Les animaux ne feraient jamais ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, quelqu'un dont vous êtes très proche et avec qui vous avez une grande proximité peut vous apparaître comme par un coup de baguette magique, tellement étranger à vous, à votre vie, que vous pouvez l'exécuter sans état d'âme. Quitte après, éventuellement, à le regretter. Qu'est-ce que j'ai perdu la tête. Mais bon, en même temps, on peut le faire. Chacun peut le faire. Là qui est important, chacun peut le faire. C'est-à-dire, nous portons tous à l'intérieur de nous la capacité de pouvoir brutalement retirer notre empathie. On le voit avec les femmes battues, hein, je veux dire les messieurs qui battent leurs femmes, ils la haïssent pas du matin jusqu'au soir. Hein. Il y a des moments où ils sont très amoureux, très généreux, puis il y a des moments où, boum, ils la tabassent, puis après ils sont à nouveau amoureux, généreux. Donc vous voyez, ça c'est vraiment n'existe pas chez les animaux. Hein. Ça c'est vrai, il faut vraiment pour ça que vous preniez en compte le fait que l'être humain construit ces deux mouvements contradictoires dans les premiers mois et les toutes premières années de la vie. Et ça vous permet à partir de là de comprendre que nous sommes tous menacés par le danger de flinguer nos voisins si jamais on nous disait que ça vaut la peine. Hein, voilà. Le temps n'est pas si lointain où quand même beaucoup de gens ont dénoncé leurs amis, leurs beaux-frères, leurs belles-mères, voilà, parce que une certaine catégorie de gens étaient réputés être moins humains que les autres. Hein. Et ça ne posait pas de problème. On retirait l'empathie, puis on les dénonçait. Après, évidemment, on peut dire, mais je regrette quand même, oui. Enfin, y voir de plus près. Donc voilà, il faut bien que vous compreniez ça. Alors, du coup, j'enchaîne sur la deuxième série de causes. Ça, c'est la cause principale. Hein. Et celle-là, vous voyez que ça nous permet de comprendre que
nous autres humains, nous ne sommes pas comme les animaux. Nous avons une grande différence avec les animaux, une différence qui doit nous rendre très vigilants. Alors d'autant plus vigilants que deuxième cause pour laquelle on peut retirer son empathie, c'est toutes les fois où on est soi-même insécurisé. C'est-à-dire que s'il y a du travail pour tout le monde, tout le monde il est beau, il est gentil. Hein. Mais s'il y a du travail que pour 7 diplômés sur 10, il y en a 3 qui n'en auront pas. Donc il y a une insécurité, et c'est là évidemment que le risque est d'autant plus grand de retirer certains humains de bénéfice de son empathie. Donc insécurité économique, insécurité sociale, et puis dans cette deuxième série de causes, évidemment, le rôle extrêmement malsain des partis politiques qui vont essayer de surfer sur la vague de la démagogie. Alors ça, c'est une catastrophe quand, dans un pays, il y a à la fois une insécurité économique, sociale liée à la situation internationale, et en même temps, un parti démagogique qui va pointer une catégorie de la population en disant « c'est leur faute ». Alors, ce n'est pas forcément toujours la même catégorie. Vous savez, avant, il y a un an en France, les méchants, c'était les Roms et les RMistes qui pompaient l'argent de la sécurité sociale ou qui avaient des réseaux de délinquance. Bon, aujourd'hui, vous savez qu'en France, les méchants, c'est les riches. Alors les riches, c'est vraiment catastrophique. Hein, ils sont enrichis sur le dos des autres, forcément. Comme il y a beaucoup de pauvres et quelques riches, en toute logique, les riches ont dû s'enrichir sur le dos des pauvres. Donc maintenant, je dis ça parce que, si vous voulez, c'est pas toujours, ça tombe pas toujours sur les mêmes. Mais quand c'est les mêmes trop longtemps, il y en a qui finissent par y croire. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand les méchants changent tout le temps, quand on n'est pas trop bête, on a compris que l'important, c'est qu'il y en ait. Voilà, c'est pas qu'il y en ait pour de vrai, c'est qu'on puisse penser qu'il y en ait. Comme ça, on dit, voilà, j'ai l'explication. Bon, mais quand ça change souvent, ça va. C'est l'idéal, ce serait que tout le monde y passe au fur et à mesure, puis après on recommande dans le sens. Mais le problème, c'est que si ça dure trop longtemps, que les méchants sont toujours les mêmes, il y en a qui risquent d'y croire. Hein, et à ce moment-là, ils vont retirer leur empathie de cette catégorie de la population, avec des risques, évidemment, qui renvoient à tous les grands drames qui ont été vécu dans l'Allemagne nazie ou dans les pays qui ont adhéré partiellement à son idéologie, mais aussi au Rwanda ou au Cambodge, puisqu'il ne faut pas oublier quand même que tous les grands massacres sont toujours liés à des discours qui visent à déshumaniser les gens qui sont les objets désignés du massacre à venir. Les Tutsis qui faisaient quoi le bruit, qui appelaient les Tutsis les cancrelats, les cafards, etc. Les Juifs qui étaient les poux, etc. Toujours la même chose. Voilà. Donc en tout cas, vous voyez que c'est important de comprendre que notre empathie n'est pas menacée que par la propagande. Hein. Ça serait trop simple de dire oui, j'ai de l'empathie pour tout le monde, mais il y a des méchants qui essayent de me faire croire qu'il y en a pour lesquels je ne devrais pas en avoir. Si c'était ça, ça serait trop simple. Le problème, c'est que l'empathie, elle est d'abord menacée par le fait que elle est toujours précaire à l'intérieur de chacun d'entre nous, pour la raison que je vous disais, parce que nous avons tous vécu dans notre petite enfance au moment où nous avons une très grande empathie et en même temps la très grande angoisse d'être contrôlé, manipulé, assujetti par la personne privilégiée qui s'occupait de nous, par la personne la plus proche de nous. Et c'est pour ça que ça peut être la personne la plus proche de moi dont je vais retirer mon empathie, sur le modèle de la personne la plus proche de moi quand j'étais petit. Et ça, encore une fois, vous voyez, c'est vraiment une caractéristique humaine. Chez l'animal, ça n'existe pas, parce que l'animal ne naît pas prématuré comme l'être humain. L'animal naît avec un cerveau fini, alors que l'humain naît avec un cerveau pas fini. Comme il naît avec un cerveau pas fini, il finit son cerveau dans la relation avec un adulte, avec toutes les conséquences en termes de proximité et d'angoisse que ça peut représenter. Voilà, donc petit état des lieux des empathies. Alors, vous voyez, on dit les empathies parce qu'il y a l'empathie de base, l'étage du milieu et l'empathie d'en haut. Et vous voyez que tout ça, évidemment, et en plus dans l'étage du bas, l'empathie émotionnelle et l'empathie cognitive. Donc, vous voyez, c'est un étage avec 2 empathies, puis l'empathie du dessus, puis la troisième. Donc en fait, voilà, il faut arriver à raisonner comme ça les empathies au pluriel. Alors le touchant-touché, puisque c'est le thème de la conférence, vous voyez, c'est l'empathie du milieu, et puis évidemment celle d'en haut, mais en bas, pas du tout. Hein. On est tous doués d'une empathie de base qui n'implique aucun touchant-touché. C'est le milieu que l'empathie va devenir réciproque.
Voilà, donc si vous avez des questions, je vais bien essayer d'y répondre. Merci de votre attention. Merci. Parlez, oui, il y a une dame là-haut, je ne sais pas s'il y a un micro, parlez bien fort. Oui. Non, pas du tout. L'expérience des Smarties, c'est pas forcément émotionnel. Vous pouvez très bien faire la gueule du début jusqu'à la fin, hein, ou être très froid, très neutre. Boîte de crayons, qu'est-ce qu'il y a dedans? Des crayons, oui, des crayons. On va mettre des Smarties, on met des Smarties. Ouais, pas forcément des émotions, on peut être très neutre et très froid, mais l'empathie cognitive, c'est celle qui va permettre à l'enfant, après 4 ans et demi, de dire, quand on va faire rentrer quelqu'un et qu'on va lui montrer la boîte, la personne va croire qu'il y a des crayons parce qu'elle n'a pas vu qu'on mettait des Smarties. Mais ça ne nécessite pas une émotion. C'est ça que, si vous voulez, par exemple, on me dit, on me raconte l'histoire d'un général d'armée qui a construit une stratégie. Et il a attaqué l'ennemi à tel endroit, avec telles armes. Je peux essayer de comprendre, et si je finis par comprendre comment ce général a construit sa stratégie, j'aurais fait preuve d'empathie cognitive. C'est-à-dire j'aurais compris à quelle place il s'est situé pour construire sa stratégie. Mais ça sera intellectuel, hein, ça ne sera pas émotionnel. Et au contraire, l'empathie émotionnelle, si je suis en pleine admiration pour ce général, au contraire que je le hais absolument, parce qu'il a fait des massacres, ça m'empêchera de comprendre. Donc, au contraire, l'empathie émotionnelle peut parfois être un obstacle à la mise en route de l'empathie cognitive. Mais en général, en règle générale, l'empathie émotionnelle dans la vie courante, les tâches de base, est assez... Si vous voulez, la nature nous a fait de telle façon qu'on puisse faire fonctionner les deux pour arriver à gérer les diverses situations de la vie quotidienne. On arrive à peu près toujours à percevoir les émotions d'autrui, sauf s'ils ont un grand pouvoir de dissimulation, et on arrive à peu près toujours à comprendre que les autres ont un autre point de vue que soi sur le monde. Si on n'y arrive pas, c'est embêtant. Mais enfin, parce qu'en principe, on est conçu pour le pouvoir. Voilà. Oui ? Quelle est la... Le camp date. Ah, le camp date. Oui. Oh, ben alors... dès qu'il arrive à faire la différence entre lui et l'autre... Historiquement. Hein. Comment ? La compréhension intellectuelle, historique, ce que vous nous décrivez. Oui, ce que je décris, c'est le fait qu'il refuse visiblement. Oui, et dès qu'il fait la différence entre lui et l'autre, c'est-à-dire... C'est pas ma question. Ma question, c'est depuis quand le sait-on ? Nous, enfin. Ah, depuis quand le sait-on ? Depuis quand le sait-on ? Oh, depuis quelques années. Mais c'est récent. Et est-ce que la plasticité... Non, mais parce que tout le monde... Non, mais parce que, si vous voulez, le grand problème, c'est que beaucoup de chercheurs travaillent sur l'empathie. Et très peu de chercheurs travaillent sur les moments et les circonstances dans lesquels on retire son empathie. C'est-à-dire que, j'ai participé à un colloque à Cerisy sur l'empathie, là, en juillet de l'an dernier. Juillet de cette année. Et alors, c'est stupéfiant parce que plein de gens, plein de chercheurs sont attachés à comprendre comment l'empathie fonctionne. Mais il y en a très peu qui sont attachés à comprendre pourquoi nous pouvons la retirer aussi facilement. Alors que c'est vraiment la seule question intéressante. Mais c'est une question qui dérange. Voilà. Donc beaucoup de gens insistent sur comme Franz de Waal, sur le fait que l'animal est doué d'une empathie extraordinaire, l'être humain aussi. Voilà. Alors comment ils font pour s'en sortir, des gens comme Franz de Waal ? Ils disent, s'il y a autant de malheurs dans le monde, c'est à cause des psychopathes. Alors, les psychopathes, ils n'ont pas d'empathie. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1,5% dans la population. Bon, je ne sais pas d'où ils tirent le chiffre, hein, parce qu'on peut pas. Ils sont durs à recenser quand même. Hein, voilà. Bon. Alors, non, il dit 1 à 2%. Et alors, cette population de psychopathes, c'est des gens qui ont uniquement l'empathie du premier degré, en bas. Alors eux, ils ne se posent pas la question du deuxième degré, ils n'ont pas que celle du bas. Et alors du coup, ils vont manipuler tous leurs proches sans aucun état d'âme. Alors Franz de Waal dit, c'est à cause d'eux qu'ils vont
manipuler des gens, et de proche en proche, ils vont manipuler beaucoup de gens. Donc il dit, Franz de Waal dit, ben voilà, c'est parce que les psychopathes, un jour, comme il y a des psychopathes très intelligents, comme Staline, comme Hitler, qui arrivent à prendre le pouvoir, alors ils manipulent des grosses populations. Mais moi, je n'arrive pas du tout à adhérer à cette position-là, parce que quand même, quand on s'intéresse à l'histoire des gens, pas seulement à la grande histoire avec un grand H, mais l'histoire des gens, on s'aperçoit que beaucoup de gens ont été capables de retirer leur empathie, de retirer certaines personnes du bénéfice de leur empathie, alors que pendant des années, ils avaient été proches de ces personnes. Et alors, depuis quand on sait que le bébé il est capable, au moment où on a compris qu'il y a un moment où le bébé va faire la différence entre lui et l'autre, on a mieux compris que le bébé, à ce moment-là, peut éprouver l'angoisse, justement, de ne plus pouvoir s'autonomiser par rapport à l'autre. Tant que le bébé n'a pas conscience qu'il est différent de l'autre, il ne se pose pas la question de son autonomie. Dès qu'il a conscience qu'il est différent de l'autre, il se pose la question de son autonomie. Et après, quand il va accéder au langage, ça va être la découverte du mensonge. Il va pouvoir faire croire à l'autre des choses comme si elles étaient vraies, ou comme si on les pensait pour de vrai, alors qu'en fait, on ne les pense pas. Mais d'abord, ça commence beaucoup plus tôt dans le fait, non pas de mentir, parce que le petit bébé à 8 mois, 9 mois, il n'a pas le langage, mais le fait d'éviter l'adulte. Ou le fait de faire un caprice pour manipuler l'adulte. Ça, je l'ai oublié, c'est très important. Le petit qui commence à faire des caprices. Il ne faut pas croire que les caprices, ça n'existe pas. Il y a un moment où le bébé a tellement l'angoisse d'être contrôlé par l'adulte qu'il va décider de le contrôler à son tour. Et donc le bébé, par exemple, ne voudra pas manger. Et puis quand on lui dit « bon, tu ne veux pas manger, oh !» il va hurler pour manger. Alors on va revenir manger, il ne veut pas manger. Bon, c'est quand même essayer de construire son autonomie par rapport à l'adulte. Et ça, dès qu'il a fait la différence entre lui et l'autre, dès l'âge de 8-9 mois, il est sur ce chemin-là. Les enfants sont extrêmement manipulateurs, les tout-petits sont extrêmement manipulateurs. Ils sont manipulateurs à la mesure de leur angoisse d'être manipulés. C'est-à-dire qu'un bébé manipulateur, ce n'est pas parce qu'il a des parents qu'il malmène, ce sont des parents très gentils qui s'occupent très bien de lui. Le bébé est pris d'angoisse à l'idée de jamais pouvoir prendre quelque distance que ce soit par rapport à eux, l'angoisse que la mère soit tout entière sur lui ou en lui, et donc du coup, il va essayer de manipuler avec ses petits moyens disponibles, qui sont des petits moyens, enfin efficaces, vocalement efficaces. Et donc du coup, il va essayer de contrôler son environnement pour être un acteur du monde, pour être un acteur du monde, et non pas c'est ce qu'on appelle l'agentivité. Alors, il y a même des chercheurs qui disent que l'agentivité, c'est-à-dire le désir du bébé d'être un acteur du monde, ce serait dès la naissance. C'est un joli mot, l'agentivité. Donc le bébé, dès la naissance, en tout cas dès l'âge où il fait la différence entre lui et l'autre, aurait ce désir d'être agent du monde et notamment de pouvoir s'affirmer comme capable d'imposer aux autres des comportements, ce qui est une manière de construire son autonomie par rapport aux autres. Et cette urgence est d'autant plus grande qu'il se sent constamment envahi par l'autre dans les moments de plus grande empathie. Ces deux choses sont extrêmement intriquées. Mais si on n'est pas obligé de... Ce que je vous dis là, c'est mon idée à moi. On n'est pas obligé d'y adhérer. Mais je ne trouve pas d'autre explication au fait que l'être humain ait à la fois une formidable capacité d'empathie et la capacité de retirer les gens les plus proches de lui du bénéfice de son empathie. Je ne vois pas d'autre explication. Sauf à considérer que ça serait une perversité, mais alors tout le monde serait pervers. Je pense que ce n'est pas une perversité, c'est une capacité de l'esprit humain. D'abord madame et après madame. Merci. Si j'ai bien compris et suivi votre présentation, cette empathie a un caractère un peu ambigu, parce qu'elle peut nous freiner. Elle peut freiner l'évolution du bébé s'il reste trop dans cette empathie, s'il ne tourne pas la tête et ainsi manifeste son désir d'autonomie. Oui. D'autre côté aussi, dans le troisième degré, si je donne un crédit de confiance à, par exemple, à un thérapeute en lui désignant lui donne le droit de faire me donner des informations sur moi, desquelles j'ignore,
Et je peux être déçu, la même chose. Alors, il y a le risque de déception dans les deux cas. Mais la déception peut aussi faire avancer. Sans déception, si on n'a pas cette frustration qui dérive de la déception, je n'avance pas. Alors, en même temps, je n'avance pas si je n'apprends pas cette empathie du bébé, et je n'avance pas non plus si je ne me soumets jamais à une frustration. Alors, il y a cette ambiguïté, si j'ai bien compris. Oui. Alors, l'empathie, elle a une limite avec les tout-petits. Hein. C'est le moment où ils commencent à trotter par terre. Parce qu'à ce moment-là, l'attitude des parents change complètement. C'est plus le charmant, c'est plus le petit ange, c'est l'horrible monstre qui arrache les prises, ramasse les cochonneries et les mange, et va s'empoisonner. C'est l'horreur. Hein. Dès que le bébé est capable de trotter un peu par terre, l'empathie, c'est fini. Hein. C'est fini, c'est-à-dire l'empathie, le risque d'une empathie envahissante est totalement fini. À ce moment-là, c'est le moment où, au contraire, les parents ne vont pas arrêter de dire « mais arrête, fais pas ci, fais pas ça ». Voilà, donc ça a une fin normale, c'est le moment où le bébé se met à trotter par terre. D'ailleurs, c'est très compliqué souvent pour les parents de franchir cette étape, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut donner énormément d'empathie aux tout-petits et ensuite le sevrer d'empathie. Parce que beaucoup de parents craignent de mettre trop de limites à l'enfant parce qu'ils lui ont tellement donné qu'ils craignent que s'ils lui donnent moins, l'enfant ne va plus les aimer. Mais au contraire, il faut lui donner moins pour que l'enfant, à ce moment-là, renonce à cette espèce d'idéal de toute puissance, enfin pas d'idéal, mais de conviction de toute puissance qu'il s'était construit au moment où les parents débordaient d'empathie pour lui, avant qu'il sache marcher. Donc il y a vraiment un avant la marche, enfin un avant le trotter par terre et un après le trotter par terre, hein, dans le domaine de l'empathie. Alors par rapport à ce que vous évoquez de la déception, donc oui, alors je disais, c'est-à-dire que si on fait confiance, on court toujours le risque d'être déçu, mais si on ne fait pas confiance, on sera déçu à tous les coups, parce qu'on va vivre replié sur soi, tout seul, amer, etc. Donc je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire confiance, au contraire, mais je crois que ce qui est difficile là aussi, c'est quand beaucoup de gens mettent leur confiance dans quelqu'un, et quand ils commencent à être déçus, ils pensent que c'est de leur faute. Et ils continuent à mettre leur confiance dans la même personne. Et puis ils sont encore déçus, puis ils disent « j'ai pas dû faire ce qu'il fallait », et ils continuent à mettre leur confiance dans la même personne. Ça, c'est un vrai problème. C'est-à-dire c'est très important d'accorder sa confiance a priori à tout le monde. Mais au moindre signe de confiance trahie, on la retire. Et on ne retire pas son empathie, on retire sa confiance. Parce que si on ne retire pas sa confiance, alors pour le coup, après, on risque de retirer son empathie. Parce qu'on aura l'impression d'avoir été trop longtemps manipulé. Donc il faut cette espèce de plasticité psychique où il faut à la fois accorder, enfin, quand on le dit, ça se comprend mieux, à la fois accorder sa confiance a priori, mais être capable de la retirer à la moindre déception, pour préserver son empathie. C'est-à-dire on peut comprendre on peut comprendre le point de vue d'un ennemi, mais on peut ne pas avoir envie de se frotter à lui. Donc alors qu'il y a des gens qui se mettent toujours dans la gueule du loup. Quand même. Enfin, pas qu'ils s'y mettent, parce qu'on s'y met tous un jour ou l'autre. Mais qui reste ? Là, qui reste ? Là, le problème, qui reste ? Alors les psychopathes, il y a beaucoup de travaux sur les psychopathes. Alors vous savez, c'est toujours le problème, c'est les thèses organicistes et les thèses éducationnelles. Mais actuellement, il semblerait que la thèse organiciste l'emporte. Il y a un certain nombre de personnes qui naissent avec des déficiences biologiques qui fait que, comme les autistes qui n'ont pas la capacité de reconnaître les émotions d'autrui, et de s'y engager avec autrui, il existerait des personnes qui seraient les vrais psychopathes, qui seraient capables d'identifier les émotions et les contenus mentaux d'autrui, mais qui n'auraient aucun état d'âme, ni par rapport à ces émotions, ni par rapport à ces contenus mentaux. Ils seraient complètement dénués d'état d'âme. Mais il comprendrait. Alors, on montre quelqu'un qui se coupe le doigt. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il doit avoir mal. Alors, on dit, échelle de douleur, 0,2.
Ils ont pas le, vous voyez, le psychopathe, c'est quelqu'un qui n'a pas qui n'arrive pas à avoir la représentation de la douleur ou du plaisir d'autrui. Ils identifient, oui, ça doit faire mal, mais quand on leur demande d'identifier la douleur, c'est tout petit. Bon, c'est pas des douleurs physiques, des douleurs morales, situations de harcèlement, de viol, etc., de coups portés contre autrui. Ils ont une toute petite estimation du dommage produit. Donc ça, il semblerait que ce soit un peu comme les autistes, pour les partisans de la thèse organique, comme les autistes, donc une déficience, voyez, liée à un problème biologique. Voilà, un handicap. Ce serait des handicapés du sentiment, on pourrait dire. Alors il y a des gens qui disent, bon, alors évidemment c'est intriqué chez l'être humain, tout est toujours intriqué avec l'émotion, parce que les autistes, on sait aujourd'hui que les enfants autistes, si on a des mimiques très excessives avec eux, on arrive à capter leur attention. On ne parle pas à un enfant autiste comme on parle à un enfant normal. Il faut forcer les émotions dans tous les sens. Il faut presque être un mime pour des émotions très excessives. Mais on arrive à les tirer, on arrive à les rendre, on arrive à mobiliser leur attention et y répondre. Mais il faut que les mimiques soient très excessives pour qu'ils commencent à répondre. Donc, il y a des moyens. Donc, peut-être les psychopathes, un jour, on trouvera des moyens aussi. Mais enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux là-dessus. Alors, il y a aussi un facteur, donc, je disais, d'environnement, et sans doute pour les psychopathes, ces facteurs d'environnement jouent aussi. Mais bon, actuellement, c'est évidemment parce que, comme on est en pleine période de travaux sur la génétique, la biologie cérébrale, etc., ça marche très fort. L'environnement joue probablement un rôle aussi. Enfin, tout ça est en recherche. Mais en tout cas, les psychopathes existent. Voilà. Une question ici. Et je vous souhaite de ne pas en rencontrer. Voilà, je vous passe la parole. Juste une petite question sur les neurones miroirs. Sur le miroir ? Ouais, sur les neurones miroirs. C'est quoi votre question ? De réexpliquer les neurones Non, miroirs ? vous avez juste parlé comme ça. Puis est-ce que vous pourriez nous amener un petit peu plus d'explications par rapport à ce que c'est, un neurone miroir ? Oui, alors je vous ai dit, ça n'existe que chez le singe en principe, ça n'a jamais été trouvé chez l'homme. Alors si vous vous intéressez à la question, c'est pas ça votre question, non ? Non, parce que j'ai cru que vous vouliez nous amener des explications supplémentaires sur les neurones miroirs. Oui, alors je vous ai dit dans l'introduction, oui, je vous ai dit, il y a eu beaucoup de bêtises de dites, et je vous dirais, les bêtises de dites, c'est que ça expliquait l'empathie chez l'homme. Alors que les neurones miroirs n'expliquent rien du tout chez l'homme, puisqu'ils semblent même être absents chez l'homme. Alors, si ça vous intéresse un peu, vous pouvez taper sur Internet Decety, D-E-C-E-T-Y, et c'est un chercheur américain, mais francophone, donc qui écrit aussi en français, ou peut-être vous lisez bien l'anglais, et donc vous verrez, lui construit toute une théorie de l'empathie chez l'humain, chez l'homme, qui ne fait aucune place aux neurones miroirs, mais qui fait intervenir beaucoup de régions cérébrales. C'est pour ça que l'idée des neurones miroirs est une idée qui est beaucoup discutée. Si vous voulez, vu ce qu'on sait aujourd'hui du fonctionnement cérébral, on n'a pas besoin des neurones miroirs pour expliquer l'empathie. Donc c'est pour ça que je vous disais que mettre les neurones miroirs en avant par rapport à l'empathie, c'est une bêtise. Voilà. Puisqu'en plus, il n'a jamais été démontré qu'ils existaient chez l'homme. Voilà. Merci. Une autre question ? Oui, madame. J'ai passé dernièrement 2 jours chez une personne que je connaissais depuis le téléphone et puis j'ai vraiment constaté que c'était un type de sauveur. Un peu sauvage. Un type de sauveur. Alors le type de sauveur, il est tout le temps en train de sauver toute la Terre. Et puis bon, moi j'ai fait stop, mais pour dire comment, l'histoire de l'empathie, comment on lui apprend d'avoir moins d'empathie. En très très grand noir-blanc, moi j'étais juste un peu débordée, quoi. Et étonnée parce que je ne connaissais pas. Je ne connais pas non plus. Si, celui qui a toujours besoin d'aider. Ça s'appelle le type de sauveur, non ? Il y a tellement d'empathie. Comment ça s'appelle ce type chez vous en français ? C'est quelqu'un qui est une infirmière qui est trop infirmière ou une maman qui est trop maman. Mais je veux dire... Quelqu'un d'angoissé, vous voulez dire ? Ah, j'en sais rien. Comment on dit ça en France, c'est le type du sauveur ? Je sais pas. Et ça vient d'où et qu'est-ce qu'on fait contre ? Je la fréquente pas tout le temps, mais...
Ben, si c'est quelqu'un qui vous... si c'est quelqu'un... C'est quelqu'un qui cherche qui vous maintenant de met, l'aide. visiblement, c'est quelqu'un qui vous met pas à votre aise. Donc, si c'est quelqu'un qui vous met pas à votre aise, il vaut peut-être mieux le voir un peu moins. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Bon, mais je veux alors, ça dire, va. finalement, elle avait besoin. Puis elle dit, pourquoi c'est toujours moi qui aide tout le monde et pourquoi il n'y a personne qui m'aide? J'essaie de lui dire, mais écoute, il faut aider moi, mais je veux dire, avec ça, c'est parfait. On ne va pas la guérir. Oui. Ok, j'arrive pas à m'exprimer, c'est pas grave. Voilà, vous pouvez toujours lui dire ça, mais enfin, vous savez, souvent... oui, vous pouvez toujours lui dire, mais enfin... quand quelqu'un a un comportement enraciné depuis longtemps dans ses habitudes, c'est pas en parlant qu'on peut lui permettre de changer ce comportement, parce qu'il y a trop d'habitudes qui sont organisées autour. Donc, je crois... vous avez raison de parler à cette personne, mais je doute que vous puissiez la faire évoluer en lui parlant, si elle a ce comportement-là depuis très longtemps. En revanche, on peut peut-être espérer que cette personne un jour ait un accident et qu'elle soit obligée que d'autres s'occupent d'elle. Donc elle découvrira une réciprocité. Mais oui, il y a comme ça des gens qui se dévouent corps et âme à leur environnement. Bon, pourquoi pas, hein. Si vous voulez, le problème, c'est quand ils commencent à s'en plaindre. Pour autant qu'ils ne s'en plaignent pas, ils organisent la vie, c'est bien. Quand ils commencent à s'en plaindre, c'est plus compliqué. Donc si elle ne s'en plaint pas, il n'y a pas de problème. Et si elle s'en plaint, dites-lui d'aller voir un thérapeute. Encore une question ici. Quand vous évoquez la mère dans cette période postnatale, constructive postnatale, oui. Est-ce que vous pensez à la figure probablement la plus proche du bébé ou est-ce que vous pensez que la mère a une spécificité et un rôle particulier? Non, moi, alors c'est mon avis à moi, je pense qu'il n'y a pas de spécificité de la génitrice, si ce n'est qu'elle a de l'ocytocine. Hein. Mais donc, si vous voulez... biologiquement, la génitrice a plus un capital hormonal qui fait qu'elle va être rendue par la nature, statistiquement, plus réceptive à son bébé. Mais dans les histoires de mères porteuses, on voit très bien que les mères qui ont fait porter leur bébé par une autre femme peuvent être capables d'une extraordinaire proximité, attention, etc., avec ce bébé que pourtant elles n'ont pas porté. Et inversement, la dame qui a porté ce bébé, il y a quand même beaucoup d'expérience. Hein. Ensuite, je ne sais pas quel est le statut, je crois que ce n'est pas permis, les mères porteuses. Non. Voilà. En France non plus, mais il y a beaucoup, on a beaucoup. Moi, j'ai des étudiants qui travaillent là-dessus. Enfin, une étudiante travaille là-dessus à la fac, elle en a vu plein en Hollande, en Angleterre, en Belgique, et même en France d'ailleurs. Et les mères porteuses, elles sont préparées à l'idée de laisser le bébé à une autre. Donc, c'est beaucoup plus... si vous voulez, l'être humain a ça de particulier qu'il peut prendre plus de distance par rapport à ses hormones que l'animal. Donc, il a les mêmes hormones que l'animal, mais il est capable de prendre beaucoup de distance. Et donc, voilà. Donc, c'est pas forcément la génitrice. De toute façon, en plus, on voit aussi des situations, mais c'est pas nouveau, c'est classique. Une jeune femme qui a un bébé, elle supporte pas son bébé, c'est sa propre mère qui s'en occupe. Donc pourtant, l'ocytocine, c'est bien la génitrice qui l'a eu, c'est pas sa maman. Là, c'est la maman qui s'occupe du bébé. Des choses qui se voient, parce qu'il y a des mamans qui supportent pas leur bébé. Donc c'est la grand-mère qui s'en occupe. Ou des fois, voilà, ou une voisine. Mais souvent, il y a quand même un adulte. Hein. Quand un bébé est délaissé par la génitrice ou par les parents biologiques, il y a souvent un adulte qui s'en occupe. Ou les parents qui abandonnent leur bébé à leurs propres parents. Ça se voit aussi. Hein. Mais bon, si les grands-parents n'ont pas envie de s'en occuper, ils disent non, on ne le veut pas. Donc à partir du moment où ils acceptent, c'est qu'ils sont capables d'avoir cette relation-là avec le bébé. Donc, si vous voulez, chez l'être humain, il y a un socle biologique, mais rien n'est vraiment biologique. Hein. Tout peut être modifié. Tout peut être modifié par un contrôle cortical. Tout modifié. Je crois qu'il y avait une avant-dernière question tout en haut. Oui, j'avais une question par rapport à l'hyper-empathie. Enfin, ce terme qu'on utilise, j'ai souvent lu que ça pouvait être un atout comme un handicap. Oui, alors l'hyper-empathie, c'est un peu ce qu'évoquait la dame. Je ne sais pas si vous... Oui. Peut-être vous l'avez dit... Je pensais à ça, ouais. Comment ? Oui, peut-être vous l'avez dit, je n'ai pas tilté, je n'ai pas entendu, mais là j'ai bien entendu hyper-empathie. Oui, alors l'hyper-empathie...
le grand problème de l'hyperempathie, c'est la fatigue empathique. C'est-à-dire qu'à force de... C'est bien parce que ça me permet de rebondir sur ce que vous avez dit et que je n'ai pas été assez clair, effectivement. La fatigue empathique, c'est le fait qu'à force de se dépenser corps et âme pour autrui, on va trouver que le monde est bien injuste parce qu'on n'en retire pas les bénéfices qu'on serait en droit d'en attendre. Et donc finalement, il va y avoir une fatigue empathique. Cette fatigue empathique, elle menace notamment beaucoup les travailleurs du champ médico-psychologique, les infirmières, les assistantes sociales, tous les gens qui sont en grande proximité avec les personnes en grande souffrance. Il y a le risque d'une fatigue empathique. C'est-à-dire un moment où on va, comme le soldat sur le champ de bataille, il y a un moment où on va s'endurcir. Alors effectivement, à partir de là, il y a deux possibilités. Il y a ceux qui vont continuer à énormément payer de leur personne, et il y a ceux qui vont s'endurcir. Enfin, il y a trois catégories. Il y a ceux qui vont continuer à payer de leur personne, il y a ceux qui vont rester en poste mais s'endurcir, et il y a ceux qui vont s'en aller, parce qu'ils ne supportent pas. Donc c'est pour ça, parmi les infirmières, en France, il y en a beaucoup qui arrêtent, parce que moins il y a d'infirmières, plus elles doivent donner, moins c'est supportable, plus il y en a qui arrêtent, moins il en reste, plus elles doivent donner. Donc si vous voulez, c'est tragique. Quand dans un service de chirurgie, il y a 7 infirmières pour 10 postes, ces 7 infirmières-là, elles ne peuvent pas, quoi. À moins d'à l'époque où c'était des religieuses, ça allait, c'était dans leur idéologie. Mais actuellement, si, parce qu'elles n'avaient pas d'enfants, pas de mari, elles n'avaient pas à faire leur cuisine, à tenir leur appartement, donc c'était pris en charge par leur communauté. Donc elles pouvaient, en effet, c'était pas seulement pour des raisons psychologiques, c'était pour des raisons d'organisation matérielle de leur emploi du temps, elles pouvaient avoir une grande disponibilité. Mais actuellement, c'est pas des religieux, donc enfin, la plupart des hôpitaux, donc c'est pas possible. Donc la fatigue empathique, c'est un gros problème. Et je crois que... vous trouverez ça dans mon livre, on ne peut pas tout voir, mais j'ai écrit un livre qui s'appelle « L'empathie au cœur du jeu social ». L'empathie au cœur du jeu social, donc aux éditions Albin Michel. Et il y a tout un chapitre sur la fatigue empathique. Et je pense que lorsque quelqu'un est dans cette attitude, très souvent, d'en donner, très souvent, ce qui est en cause, c'est la difficulté à reconnaître qu'on puisse avoir des émotions négatives par rapport à ces gens. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire clairement « je ne les supporte pas, je ne supporte pas telle personne, et quand j'aurai fini ma journée, je serai bien tranquille d'être tranquille », la personne qui va être trop dans la surempathie va se cacher à elle-même le fait qu'elle ne supporte pas cette personne, mais elle va quand même éprouver de la culpabilité à ne pas la supporter, et donc elle va réagir en donnant encore plus et en se fatiguant encore plus. Donc la meilleure façon de lutter contre le risque de surempathie, c'est d'être conscient de ces sentiments négatifs par rapport à des patients qui souvent en demandent trop. Mais il y a quelqu'un qui l'avait vu il y a très longtemps, c'était M. Balint. À quoi ça servait les groupes Balint? C'était des groupes faits par un psychiatre anglais pour des médecins généralistes, et c'était des groupes qui étaient destinés à faire en sorte que les médecins généralistes puissent avoir conscience de leurs sentiments négatifs pour certains patients. Donc c'était déjà l'idée de Balint. À l'époque, on ne parlait pas de surexcitation, de surempathie ou de fatigue empathique, mais c'était déjà l'idée de Balint. Dans tous les métiers d'aide, d'assistance, il est très important de pouvoir identifier ces émotions négatives de manière à ne pas aider les gens pour se cacher à soi-même le fait qu'on ait ces émotions négatives, pour ne pas fonctionner dans ce que les psychanalystes appellent une formation réactionnelle. C'est-à-dire, je ne supporte pas quelqu'un, je ne supporte pas de me dire que je ne le supporte pas, et donc pour me cacher le fait que je ne le supporte pas, je vais m'en occuper encore plus. Et du coup, je ne m'occupe pas de l'autre pour l'autre, je m'occupe de l'autre pour me cacher à moi-même que je ne le supporte pas. C'est ça qui peut donner, en effet, cette hyper-empathie. Merci pour Madame en haut, parce que ça me permet d'être plus clair par rapport à ce que vous disiez. Je n'avais pas bien compris. La dernière question, s'il y en a une. Il y a Madame. Madame. Vous pouvez nous raconter le travail que vous faites pour développer l'empathie chez les enfants? Ah oui, merci. Alors oui, ce serait dommage qu'on se sépare sans évoquer, d'autant plus qu'avec un peu de chance, on va commencer à former des personnes en Suisse. En Belgique, on a déjà fait, en Suisse. Donc alors c'est quoi? Alors, c'est parti... tout ça est parti d'un rapport qui a été fait en France par un groupe de psychiatres, un rapport qui a été fait pour le gouvernement,
qui portait sur le fait que que de plus en plus d'enfants seraient violents de plus en plus tôt. Bon, ça se discute, mais enfin, toujours est-il qu'il y a eu un rapport alarmiste sur le fait qu'il y avait des violences dans les établissements scolaires, en collège, en primaire et même déjà un peu en maternelle. Et le rapport avait donc été constitué de 2 parties. Il y avait une première partie, c'était à état des lieux, donc on constate qu'il y a de la violence dans les écoles, à tous les âges. Et puis la deuxième partie, c'était le traitement. Alors, le traitement, c'était les préconisations. Les préconisations du rapport, c'était on va essayer de repérer le plus tôt possible les enfants qui ont des tendances violentes, à la limite dès la crèche, et on va leur donner des médicaments ou les prendre en psychothérapie le plus tôt possible. Et donc, dans le rapport, il y avait donc une partie diagnostique, pour parler comme les docteurs, avec laquelle tout le monde était d'accord. Il y avait une partie traitement, une prise en charge avec laquelle beaucoup de gens n'étaient pas d'accord. Et donc, tous ces gens pas d'accord, ils ont formé un collectif qui s'est appelé le collectif Pas de zéro de conduite pour les moins de 3 ans. Et donc, moi, je faisais partie du collectif, mais en même temps, je me suis dit, c'est très bien de dénoncer ce rapport, mais il faut quand même aussi tenir compte du fait que, c'est vrai, la violence en primaire, en maternelle, c'est préoccupant. Donc, je me suis demandé comment imaginer une activité qui puisse être faite par les enseignants des maternelles et qui pourrait contribuer à réduire cette violence. Alors, pourquoi une activité faite par les enseignants des maternelles? Mais pour une raison simple, c'est qu'il n'y a pas de sous. Il n'y a pas d'argent. Donc on ne va pas dire, pendant des années, on ne peut pas dire aujourd'hui en 2012, ou c'était en 2007, mais 2012-2007 c'est pareil de ce point de vue-là, on ne peut pas dire voilà, on va former un corps spécialisé de psychologues, spécialistes de la violence, qui va aller dans les écoles comme ça pour essayer de réduire la violence. Parce que ces psychologues, il va falloir les payer, il n'y a pas de sous. Donc on est obligé d'utiliser le personnel en place. Le personnel le plus proche des enfants des maternelles, c'est les enseignants. Alors pourquoi les maternelles? Parce que plus on commence tôt, mieux c'est. Donc du coup, j'ai réfléchi à une activité qu'on puisse mener avec les enfants des maternelles. Ça a donné le jeu des 3 figures. Alors pourquoi les 3 figures? Parce que tous les enfants qui jouent des petites histoires ensemble, en général, ils jouent des histoires où il y a un agresseur, une victime et un redresseur de tort. On voit ça aussi d'ailleurs dans beaucoup de contes, beaucoup de petites histoires pour enfants. Le loup et le petit chaperon rouge, il y a le loup, il y a la grand-mère et le chaperon rouge sont les victimes, puis il y a le chasseur qui est le redresseur de tort, ou le bûcheron. Donc il y a toujours un agresseur, une victime et un redresseur de tort. Et quand les enfants jouent ensemble, il y a d'ailleurs aussi même chose, un agresseur et une victime, rarement un redresseur de tort, mais dès qu'ils jouent ensemble, il y a un agresseur et une victime. Et donc, du coup, j'ai imaginé une activité, donc ce jeu qui s'appelle le jeu des 3 figures, qui est donc fait une fois par semaine par les enseignants des maternelles, plutôt par demi-classe. Il est plus facile à faire avec 14 enfants qu'avec 28. Et donc, pendant cette heure-là, les enfants sont invités à jouer comme au théâtre. On dit on va jouer comme au théâtre, voilà, on va faire semblant. Et ils sont invités à construire une petite histoire à partir des images qu'ils ont vues à la télévision ou au cinéma. Alors pourquoi construire une petite histoire? Pour éviter qu'ils évoquent des situations de leur vie personnelle. Et parce que si on dit à des enfants, on va jouer comme au théâtre, qu'est-ce que vous voulez jouer? Celui qui a vu son père la veille au soir taper sa mère, il va dire c'est un monsieur qui tape une dame. Donc on ne va pas jouer les situations de la vie personnelle. Donc on dit aux enfants, est-ce que vous avez vu des images? Oui, alors, dont vous avez envie de parler. Alors, tous les doigts se lèvent, alors ils racontent, puis on construit une petite histoire avec 3 actions, pas plus, 3 actions, 3-4 phrases, 3 personnages, et on demande qui est volontaire pour jouer. Et le cœur du jeu, c'est que tous les enfants volontaires pour jouer cette histoire-là, ce jour-là, vont devoir jouer tous les rôles à tour de rôle. Et c'est très intéressant parce qu'on s'aperçoit que déjà à 4-5 ans, il y a des enfants qui sont toujours volontaires pour jouer les agresseurs mais qui ne veulent jamais jouer les victimes. Et il y a des enfants qui sont toujours volontaires pour jouer les victimes et qui ne veulent jamais jouer les agresseurs. Mais tous ceux qui sont volontaires doivent obligatoirement jouer tous les rôles. Et donc l'idée, c'est que quand vous jouez un rôle, vous mettez dans la peau de celui que vous êtes dans la situation, mais quand vous changez de rôle, vous vous mettez dans la peau d'un autre personnage. Vous êtes dans la peau de l'agresseur, dans la peau de la victime, dans la peau du redresseur de tort. Et donc l'idée, c'est qu'on va inviter les enfants à changer de rôle, donc à développer la capacité d'empathie. L'empathie, on l'a définie comme la capacité de changer de point de vue sans s'y perdre. Donc on va augmenter la capacité de changer de point de vue sans s'y perdre. Et surtout, ce qui est très important, c'est que comme chaque action est accompagnée d'une phrase qui est dite, on va faire en sorte que c'est le but, l'idée c'est d'évoluer vers un fonctionnement des enfants dans lequel aucune situation d'agression ne soit vécue
sans être dénoncé. C'est-à-dire que dès qu'un enfant, dès que la séquence dans laquelle on joue, il y a un personnage qui en tape un autre, par exemple, le personnage qui tape dit « je te frappe », ou autre chose, et celui qui reçoit un coup dit « pourquoi tu me frappes, tu n'as pas le droit de me frapper, aïe, tu me fais mal », voilà. Et donc du coup, l'idée, c'est que d'habituer les enfants à ce qu'aucune situation d'agression ne soit muette. Et on s'aperçoit que le problème de la violence, c'est pas le problème de la violence, parce que si elle était bien connue, on pourrait la juguler. Le problème de la violence, c'est qu'elle est totalement muette et invisible. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants tombent des nues quand ils découvrent que depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, il y a un bouc émissaire passé à tabac tous les jours à la sortie de l'école. Ils ne l'avaient pas vu, parce que la victime n'avait jamais rien dit. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'aucune violence ne soit jamais subie sans être immédiatement dénoncée. Je dis bien violence à personne. Je ne parle pas des incivilités autour des... non, il ne s'agit pas de dénoncer son voisin. Il s'agit de dénoncer les violences dont on est soi-même l'objet ou les violences dont on voit un autre être humain être l'objet. Je ne m'occupe pas des situations d'incivilité avec il y en a un qui, je sais pas moi, qui joue avec l'extincteur, qui vole les craies. Voilà. Je m'occupe que de situations de violence à personne. C'est pas une apologie de la dénonciation. C'est uniquement le fait que personne n'a le droit de me faire du mal, et donc je dénonce le mal qui m'est fait à chaque fois que du mal m'est fait. Si quelque chose m'est volé, je dénonce aussi le fait que quelque chose me soit volé. Mais si un enfant arrache toutes les feuilles de l'arbre de la cour que la maîtresse choisit avec tellement d'empathie, je n'ai pas à dénoncer le garçon qui a enlevé toutes les feuilles de l'arbre. Ça, c'est autre chose. Voilà. Donc ça, j'insiste parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas bien, qui croient qu'il s'agit d'accompagner toutes les formes de violence de mots. Non, les violences à personne. Je ne mélange pas les violences à personne et les violences à objets inanimés. Ce n'est pas pareil. Voilà. Et donc, on a fait une expérimentation en 2007-2008. On a gros machin. On a fait 2 écoles. Il y avait les enfants qui avaient du jeu de rôle, les 3 figures. Il y en avait qui ne l'avaient pas. Puis on a fait passer des tests projectifs. Et puis on a vu comment les enfants évoluaient. Et ceux qui avaient le jeu des 3 figures évoluaient différemment. Et ils étaient beaucoup moins enquistés dans un rôle systématique d'agresseur ou de victime. On s'est aperçu que le grand problème, c'est que les enfants se figent très vite dans un rôle. Il y en a qui ne font qu'agresser tout le temps. Ils ont un seul registre de comportement. C'est-à-dire, si on les attaque, ils attaquent. Si on leur dit quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ils attaquent. Si ils ne sont pas contents, ils attaquent. C'est-à-dire, ils ont un seul registre d'expression, c'est l'attaque. Et il y en a d'autres qui ont un seul registre d'expression, c'est d'être victimisés. S'il y a un truc qui ne va pas, ils se dépriment, ils pensent. S'il y a un truc qu'ils ne comprennent pas, ils se dépriment en disant « on m'aime pas ». S'ils ont une mauvaise note, ils se dépriment en disant « on m'aime pas ». Si la sortie au cinéma ne peut pas avoir lieu parce qu'il pleut, ils se disent « c'est de ma faute ». Donc ils sont toujours prêts à se victimiser. Et donc on s'est aperçu que grâce au jeu des 3 figures, on augmente l'éventail comportemental des enfants, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus enquistés dans un seul profil. Le but, ce n'est pas de transformer les victimes en redresseurs de tort. Le but, c'est que les enfants aient plusieurs modèles internes opérants disponibles. Modèles internes, c'est-à-dire de modèles internes, comme son nom l'indique, qui puissent être mobilisés dans des situations. Et donc, il y a des situations où il vaut mieux se laisser victimiser, si je suis attaqué par 3 malabars, mais il y a des situations où il vaut mieux contre-attaquer, il y a des situations où il vaut mieux aller chercher un adulte parce qu'il y en a à portée de voix. Donc il faut avoir l'ensemble, il faut avoir un registre relationnel ouvert. Et beaucoup d'enfants ont déjà un registre relationnel étriqué. Donc le jeu des 3 figures leur permet d'enrichir le registre émotionnel, le registre comportemental et émotionnel, et donc de diminuer d'autant la violence en milieu scolaire. Voilà. Et donc, les enseignants des maternelles font le jeu en moyenne grande section et ils sont formés par les psychologues scolaires en France. Donc, l'idée serait de former en Suisse des psychologues scolaires ou l'équivalent, maître E, maître G, rééducateur, pour que ces gens deviennent formateurs des enseignants. Voilà. Et donc, en France, c'est pris en charge par les académies. Donc, vous voyez, si vous pouvez éventuellement, si vous appartenez au secteur éducatif, que vos académies organisent des formations. Moi, je peux me déplacer pour former 20 à 30 personnes. Ces 20 à 30 personnes sont formées en 3 jours. Et après, elles peuvent chacune former chaque année 20 à 30 personnes, ou même plusieurs fois 20 à 30 personnes chaque année. Oui. Voilà, l'empathie me conduit à donner une dernière parole. Voilà. Je
voulais savoir, dans votre jeu de rôle, qu'est-ce que fait exactement le redresseur de tort et qu'est-ce qu'il dit? Ça dépend, mais il y en a souvent un. C'est les gendarmes, par exemple. Il y a un bandit qui rentre dans la boulangerie, il dit à la dame, il dit à la boulangère, donne-nous la caisse. La boulangère dit non. Le bandit tire et tue la boulangère. Le mari de la boulangère tue le bandit. Et puis la police arrive, et voilà, et met le mari de la boulangère en prison. C'est vrai, hein, c'est une histoire qu'ont raconté les enfants. Voilà. Mais donc, voilà, c'est des histoires qui racontent. Le redresseur de tort, si vous voulez, c'est le sauveteur. Donc voilà. Alors, les trois figures ne sont pas forcément dans tous les jeux. C'est-à-dire, très souvent, au début, il y a une victime et un redresseur de tort. Parce que les enfants ont beaucoup de peine à mettre en scène l'agression. Comme, d'ailleurs, quand je fais faire ce jeu avec les enseignants, c'est la même chose. Les premiers jeux, en général, il y a une victime d'éléments naturels. Par exemple, il y a une avalanche où il y a un tremblement de terre. Il y a monsieur et sa femme qui sont coincés sous les décombres. Et donc, il y a des pompiers qui les libèrent. Donc, on a la figure de la victime et la figure du sauveteur, du redresseur de tort. Mais il n'y a pas d'agresseur. Il faut du temps pour qu'il y ait un agresseur. Mais on a le temps. Hein. Le but, c'est de faire le jeu en moyenne section, grande section et CP, donc sur 3 ans. En général, il faut 3-4 mois pour que la figure de l'agresseur apparaisse. Mais elle apparaît. Hein. Voilà. Donc, vous trouverez beaucoup de choses là-dessus en allant sur Internet. Vous tapez mon nom, vous tapez Jeu des trois figures, et vous pouvez aussi aller sur le site belge squiggle.be. Squiggle, ça veut dire gribouillis en anglais, donc SQI2GLE, squiggle.be comme Belgique. Et là, il y aura beaucoup de choses aussi parce que la Belgique pratique le jeu des trois figures depuis 2008. J'ai formé des formateurs en Belgique, ils en font depuis 2008, donc ils sont très nombreux à en faire actuellement en Belgique. En France, en revanche, pour des raisons administratives, j'ai commencé par former des enseignants et je ne commence que maintenant à former des formateurs. Donc j'ai formé beaucoup d'enseignants, mais ça va moins vite de former des enseignants que de former chaque année 30 formateurs qui forment même chaque année 30 enseignants. Voilà. Donc le jeu des trois figures est beaucoup plus important actuellement en Belgique, donc vous trouverez sur ce site beaucoup d'informations, ou sous mon nom aussi. Voilà, écoutez, en espérant que... Bien, merci beaucoup Serge Tisseron. Je vais... Merci. Voilà, merci d'avoir été là à l'invitation donc du MUDAC et de la Fondation. Il y a un mot qui m'est venu comme ça à l'esprit. Je trouve que vous portez bien votre nom. Et c'est vrai que vous nous avez fait un beau tissage, une belle étoffe ce soir tout autour de l'empathie. Et on se réjouit de vous retrouver ici. Encore merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci.